sommes là dans le cadre d'un talk en ligne de la Startup Academy. C'est quoi la Startup Academy? Emma, nous apporte suivant, s'il te plaît. La Startup Academy, c'est un écosystème. Je pense que Ariane a essayé de faire un briefing là, je crois que c'est Ghislain. C'est un écosystème d'entrepreneurs dans lequel on forme et encadre les entrepreneurs, mais ces personnes-là qui ont des projets qu'ils veulent implémenter. Et une fois membre de la Startup Academy, nous avons plusieurs avantages, parmi lesquels les consultations de projets, 12 consultations de projets gratuits. Nous avons droit à des consultations en ligne médicales, consultations médicales en ligne gratuites. Nous avons droit à des séances de formation gratuites. Nous avons, des moyens de faire des talks en ligne, mais des messes entrepreneuriales, un peu comme celle-ci-là, c'est un talk en ligne. Nous avons les moyens de les faire gratuitement. Et nous avons, étant donné que c'est un milieu d'entrepreneurs, il y a cette possibilité-là de se créer un réseautage, d'augmenter notre carnet d'adresse, parce que vous savez, en entrepreneuriat, c'est bien d'avoir un carnet d'adresse, c'est bien de faire partie d'une communauté. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit à la start-up. Alors, et c'est la start-up qui me donne cette opportunité-là de me placer, de présider cette séance ce soir. Donc, qui va apporter sur l'automédication. Donc, sur l'automédication. Alors, pourquoi choisir ce thème? Parce que généralement, de nos jours, dans le cadre de la start-up qui est un écosystème entrepreneurial, nous sommes beaucoup plus à parler des sujets d'argent, des objectifs financiers, comment rentabiliser ceci, cela, comment fidéliser autres. On est toujours à la quête, on travaille dur, jour et nuit pour chercher, pour augmenter nos revenus, pour avoir un avenir meilleur. Mais nous oublions que notre plus grande richesse est et restera notre santé. Donc, il y a ceux-là qui travaillent jour, et nuit pour pouvoir avoir demain un certain confort financier, mais oublient que à côté de cela, il y a cette santé-là qu'on doit préserver. Mais malheureusement, nombreux sont ceux-là qui bousillent leur santé avec des médicaments de tort au travers, ceci en pratiquant l'automédication. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui sont bien assis financièrement, mais souffrent de maladies graves qui n'ont pas vraiment de traitement, pas parce que les médicaments n'existent pas, parce que les médicaments qui devaient agir sur ces pathologies-là n'arrivent plus à agir parce qu'il y a de cela 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Ces personnes ont tellement pris des médicaments de tort au travers qu'aujourd'hui, si l'organisme lâche, ça ne répond plus aux médicaments. Donc, on se retrouve avec tout l'argent du monde, étant malade, mais sans pouvoir se traiter. Donc, voilà un peu l'une des raisons qui m'a poussée à aborder cette thématique. À quoi ça sert d'avoir de l'argent aujourd'hui si on doit passer le restant de nos vies entre deux hôpitaux à chercher un traitement adéquat pour nous soigner? Pourtant, il y a des médicaments, mais qui ne répondent plus sur nous. Tout ceci à cause de l'automédication. Donc, on va essayer de prendre, de mieux aborder cette thématique durant ces 1h30 qui nous reste. Donc, voilà la raison pour laquelle je me suis penchée sur cette thématique-là. Emma, diapo suivant. Donc, nous allons structurer notre séance comme suit. Déjà, on va parler des types de délivrance du médicament, quelques cas courants d'automédication, les causes, les conséquences et enfin les recommandations, bien évidemment. Diapo suivant. Donc, avant d'aborder le vif du sujet concernant l'automédication, il y a certaines choses que j'aimerais qu'on connaisse d'abord pour mieux comprendre ce que c'est que l'automédication. Donc, on va commencer par qui associe à la délivrance du médicament l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe.
la préparation des doses administrées et la mise à disposition de conseils pour le bon usage du médicament. Et maintenant, je n'ai pas la diapo chez moi, et c'est pas un problème de réseau. Donc, j'espère quand même que les autres ont peut-être l'écran de dispensation sur leur téléphone. Le mien n'affiche pas encore. Donc, lorsqu'on parle de dispensation ici, comment ça, c'est-à-dire l'acte pharmaceutique qui associe à la délivrance du médicament, l'analyse de l'ordonnance médicale si elle existe. Déjà, à travers ceci, on comprend qu'il peut arriver qu'il y ait l'ordonnance, mais qu'il n'y ait pas l'ordonnance. La préparation des doses administrées et la mise à la disposition des conseils pour le bon usage du médicament. Donc, vous comprenez que qui est l'ordonnance ou pas, en principe, on devrait donner des conseils pour accompagner, pour le bon usage du médicament. C'est ça la dispensation. Et on dit bien l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe. Il y a des gens qui sont souvent surpris que lorsqu'ils viennent en pharmacie avec l'ordonnance, on se retrouve encore on leur pose des questions. Ils sont surpris que, mais comment je passe par l'hôpital, vous me posez encore des questions. Oui, c'est parce qu'en tant que pharmacien, nous avons l'obligation d'analyser l'ordonnance, de mieux la comprendre, de la valider avant de vous délivrer les médicaments. C'est pour cela que si en analysant l'ordonnance, on se rend compte qu'il y a une erreur, quelque chose ne va pas, on va vous poser. Sa connexion est coupée. Oui, je crois que ça le fait de temps en temps. Donc, on va juste patienter. Elle revient. Ah, c'est la connexion. On n'y peut rien. Mais déjà, merci à tout le monde merci pour votre écoute très attentive. Merci beaucoup. Elle va nous revenir d'ici là. Continuons de nous présenter dans le box. Continuons de faire connaissance, poser des questions. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. D'accord, bonsoir tout le monde. Comment je viens en retard, un peu en retard. J'ai pas compris, monsieur Togola. Je dis comment je suis venu un peu en retard. Je voulais me présenter juste. Allô? Oui, allô, Ariane. Ah, d'accord. Oui, on peut toujours faire les présentations. Puisque notre pharmacien Dorian a déjà lancé, on va seulement se présenter dans la messagerie. D'accord, d'accord. D'accord. On va nous revenir d'ici là. Et en attendant qu'elle revienne, je voulais juste rappeler que dimanche, on a encore un prochain talk qui va se dérouler toujours Je suis là. ici sur Google Meet. Ah, ok, elle est de retour. On se prend après alors. Ok. Emma, la diapo sur les types de délivrance du médicament. Donc, on me disait, voilà, on peut dispenser sous ordonnance médicale ou sans ordonnance médicale. Et sans ordonnance médicale, on peut le faire sous conseil du pharmacien. Lorsque vous venez à la pharmacie, c'est vous-même vous posez votre problème pour qu'on puisse vous aider. Là, c'est le premier cas de figure. Et le second cas de figure, c'est l'automédication, c'est-à-dire vous venez de vous-même dire que je veux tel médicament. Je veux tel médicament. Donc, sans constatation médicale, sans avis du pharmacien. Vous-même, vous êtes votre propre pharmacien, vous êtes votre propre médecin. Donc, vous n'avez pas besoin de nous. C'est ça l'automédication. Et c'est donc ça qui est très dangereux pour la santé, surtout sur du long terme. Et c'est sur ça qu'on va s'appesantir. Donc, là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet proprement dit. Déjà, j'aimerais signaler, durant la séance, il peut m'arriver de dire tu ou bien vous. Là, ça sera pour vous désigner, peut-être, je veux supposer que vous êtes des patients. Donc là, je m'adresse à des patients. Ça peut arriver que je dise tu, ça peut arriver que je dise vous. Donc, et aussi,
pendant la séance, il peut m'arriver de prendre des exemples et j'aimerais signaler que ce sont des exemples réels, ce ne sont pas des choses que j'invente. Je vais prendre de temps en temps des exemples que moi je vis sur le terrain, que j'ai eu à, comment dire, des exemples que j'ai eu à vivre sur le terrain pour mieux vous expliquer la pertinence de la chose. Donc là, on va entrer dans le vif du sujet. Ça sera un peu interactif, donc je vais vous poser les questions de temps en temps, mais je ne veux pas trop que vous me posiez les questions durant comment dire, en pleine séance, parce que vous pouvez poser une question que la réponse se trouve dans l'autre diapositive. Donc, c'est vrai que je vais marquer une pause à un moment pour prendre 2 ou 3 questions, mais la grande majorité des questions seront à la fin parce qu'une question peut avoir une réponse sur l'autre diapositive. Mais moi, je vous poserai des questions quand même. Donc, voilà, on entre maintenant dans le vif du sujet. Emma, diapo suivant. Donc, l'automédication, c'est quoi l'automédication? L'automédication est simplement le fait de se procurer les médicaments sans consultation médicale et sans avis préalable du pharmacien. Comme je disais tantôt, vous jouez ici le super pharmacien, le super médecin. Donc, vous êtes, comment dire, vous connaissez de quoi vous souffrez et vous choisissez votre médicament que vous voulez. Voilà, vous n'avez pas besoin de nous. Voilà, c'est ce que c'est que l'automédication. Alors, la diapo suivante, Emma, s'il te plaît. Maintenant, nous allons prendre quelques cas courants d'automédication que nous vivons sur le terrain. Et j'ai remarqué que c'est un cas courant qui est propre à toutes les, comment dire, à la majorité des pharmacies lors de mes échanges avec mes confrères. Bon, là, c'est beaucoup plus le cas du Cameroun, ou bien je ne sais pas trop comment ça se passe dans d'autres pays, mais c'est beaucoup plus les cas courants que nous rencontrons et que nous vivons au Cameroun. Le premier cas, c'est celui de la demande des antipathiques. Déjà parti en pharmacie, dit que je veux le médicament pour le palu, je veux artémiter, j'ai le palu, je veux tel médicament. Qui l'a déjà fait? Là, vous allez lever la main. C'est-à-dire, vous levez un matin comme ça, vous décidez que vous avez le palu, vous partez à la pharmacie, dit que je veux le médicament pour le palu, mais je veux l'artémiter. Qui a déjà eu à faire ça, à poser cet acte-là? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Personne de vous n'est encore allé à la pharmacie, dit que je veux le médicament pour le palu, je veux l'artémiter, j'ai le palu. Vous pouvez interagir en levant la main, s'il vous plaît. Oui, il y a déjà plusieurs personnes qui ont levé la main. Madame Mariama, vous pouvez prendre la parole. Vous me recevez? Oui, ça va. Ok, moi, je suis partie à la pharmacie pour dire que j'ai le palu, mais je veux voir le docteur pharmacien pour qu'il me prescrive des médicaments. Merci, Madame Mariama. Oui, Daniel, oui, apparemment, tu as levé la main. Tu es parti en pharmacie prendre le médicament pour le palu. Donc, est-ce que tu peux essayer d'activer le micro et nous dire pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la pharmacie prendre le médicament pour le palu? D'accord, merci Dorian. Déjà, l'une des principales choses qui, moi, Tu as me la parole, motive Daniel. souvent d'aller Bon, c'est vrai que ta connexion dérange parce que tu nous reçois un peu avec un léger retard. Mais bon, je disais tantôt que l'une des raisons qui, moi, me pousse souvent d'aller en pharmacie et de prendre... Parce que lorsque j'arrive toujours en pharmacie, si j'ai déjà eu à faire une consultation, je ne sais pas quand on dit en pharmacie, à l'hôpital, si j'ai déjà eu à faire une consultation, quand je reviens à l'hôpital, on va toujours me refaire la même consultation, on va m'imposer à faire d'autres trucs qui, bon, sur le champ, je me dis que ça ne sert à rien. Donc, je préfère prendre ce qui m'a soulagé la dernière fois et faire avec. Donc, je peux dire que la plupart du temps, c'est l'une des raisons. Ne riez pas, c'est vrai. Parce que si tu arrives souvent, on te pousse à faire des examens. Et bon,
pour moi, je juge que ce n'est pas pertinent. Juste te faire D'accord, dépenser. Daniel. Merci pour ta contribution. Donc, on va en parler après. Je vais laisser la parole à Adam Kwasi. Tu as levé la main. D'accord, bonsoir à tout le monde, bonsoir Dr. Doria. J'espère que vous me recevez bien. Bonsoir, Adam. D'accord. Moi, je vais à la pharmacie parce que, de un, on se dit que ce type de palu-là, c'est juste lié à la fatigue et lié au fait que, bon, on n'a pas l'habitude d'aller à l'hôpital, du coup, c'est juste, vu qu'on n'a pas l'habitude d'aller à l'hôpital, de prendre des, des médicaments, vu le temps de charge de travail pour renouveler l'énergie qu'on dépense. Donc, c'est juste une fatigue. Et secondo aussi, parfois lorsqu'on regarde à la télé, quand on fait des pubs concernant certains types de médicaments, on va te dire, vous avez la fatigue, un léger palu, un mal de tête. Du coup, lorsque tu arrives, déjà même parfois, même tu ne demandes même pas que je suis souffrant. Lorsque, en tout cas, c'était pas aussi grave. Tu arrives et toi-même, tu dis le nom voilà, d'un médicament que tu connais, qui généralement les autres aussi utilisent, ou bien dans un cas où tu as rencontré un ami ou euh, quelqu'un de la famille a été souffrant d'un tel mal. Tu arrives et puis tu dis je veux ça. Donc, généralement, c'est dit encore que en allant à l'hôpital, tu vas payer les frais de consultation. On va te dire que, en plus de ton palu là, il y a un autre mal. C'est-à-dire que c'est quitté loin. Donc, du coup, ça va te faire dépenser beaucoup. Donc, pourquoi ne pas acheter un truc dont tu sais que je souffre de ça? Donc, voici un peu quelques raisons qui nous poussent parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller à l'hôpital. On attend juste que le corps même commence à relâcher. Donc, quand tu veux aller à l'hôpital en ce moment-là, tu n'as pas envie de dépenser trop d'argent, tu n'as pas envie de faire une consultation parce que si c'est à l'hôpital général, il faut aller faire le rein. Il faut aller faire le rein et puis quelqu'un qui est souffrant, on dit il faut faire le rein. Quand tu vas en clinique également aussi, le coût de la consultation, parfois même c'est tout ton argent. C'est tout ton argent, on dit consultation. Après, on va te prescrire des ordonnances. Donc, tu vois que mieux vaut aller à la pharmacie. Si tu arrives là-bas, tu expliques ton mal, on va te prescrire 2 ou 3 choses, tu évites la consultation en fait. Donc voilà, moi personnellement, c'est parfois ce qui fait que voilà, je fais direct à la pharmacie plutôt qu'à l'hôpital. Merci. D'accord, Adam. J'ai suivi. Donc, en quelque sorte, tu t'es beaucoup plus penché sur le premier cas de figure, c'est-à-dire le conseil en pharmacie. Peut-être contrairement à Daniel, peut-être qui a dit elle-même dit qu'elle veut telle, parce qu'il y a une différence entre le conseil en pharmacie et l'automédication proprement dit. Mais de toutes les façons, je prends l'un des médicaments, l'une des classes des médicaments les plus demandés, ce sont les antipaludiens. Parce que vous devez comprendre d'abord, de un, toute fièvre n'est pas synonyme de paludisme. Toute fatigue n'est pas forcément synonyme de paludisme. Toute perte d'appétit n'est pas forcément synonyme de paludisme. Tout le monde de tête n'est pas forcément synonyme de paludisme. Parce que généralement, les gens, ils ont mal à la tête à 10 heures. À 12 heures, ils sont des gens qui de courir prendre de l'artémitaire. Parce que l'artémitaire, c'est le mot courant, c'est le mot de passe de tout le monde, artémitaire. On chauffe à 6 heures, à 8 heures, on est déjà en train d'ouvrir, comment dire, on se peut déjà placer devant la pharmacie. On attend qu'elle ouvre pour qu'on puisse prendre le médicament pour le palu. Nous sommes par exemple aujourd'hui une jeunesse, entrepreneur. Nous travaillons de nos jours, de jour et nuit pour pouvoir avoir un avenir meilleur demain. On ne peut pas travailler du matin, midi, soir, nous sommes en train de bosser. On est sous le soleil en train de bosser. On réfléchit. On est devant la machine. On assiste aux formations. On assiste aux séminaires. On réfléchit. On doit 1 heure à 2 heures. On travaille sur des contenus et tout, sur des vidéos qu'on va poster le lendemain. À un moment, on a mal à la tête. On a une carence en sommeil. Le matin, comme ça, on est fatigué. On court à la pharmacie. On dit qu'on a le palu. Non, ça, c'est pas le palu.
Là, c'est la fatigue intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec le palu. Tout le monde n'est pas forcément synonyme de palu. Toute fatigue n'est pas synonyme de palu. Même si on a l'impression d'avoir le palu, non, là, c'est là une fatigue intellectuelle qui peut engendrer une fatigue générale. Ce n'est pas forcément le palu. Par exemple, il y a des cas où vous pouvez peut-être vivre une situation peut-être douloureuse. On vous a annoncé peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être un décès. Vous avez mal, vous pleurez, passez la nuit à pleurer. Vous avez les maux de tête, vous ne dormez même pas. Vous commencez à chauffer, vous partez à la pharmacie, dites que vous voulez médicament pour le palu. Non, ça n'a rien à voir avec le palu. Là, c'est juste une situation de, comment dire, douloureuse qui vous affecte. Ce n'est pas forcément le palu. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez être en train de vivre une déception amoureuse, une rupture amoureuse qui vous fait mal, ça vous chagrine, vous pleurez, vous commencez à être, comment dire, le corps lâche, vous dites que vous avez le palu. Non, vous êtes simplement déçu. Ce n'est pas le palu. La solution ici est ailleurs, ce n'est pas forcément le palu. Donc, parfois, essayons de nous poser de bonnes questions. Toute fièvre n'est pas synonyme de palu. On peut, par exemple, un week-end, on voyage, on est entre deux voitures, entre deux bus, en train de voyager tous les week-ends. À un moment, le corps lâche, le corps se fatigue. On rentre d'un voyage douloureux où on a travaillé au village fatigué, on a travaillé sous la fumée et tout. Et puis on rentre d'un voyage épuisant, on est fatigué. Le matin, lundi, pour aller au travail, on est fatigué, on a mal à la tête, on dit qu'on a le palu. Là, ce n'est pas le palu, c'est la fatigue, c'est normal. Ce n'est pas forcément le palu. C'est vrai que ce sont des situations qui peuvent stresser l'organisme, comment entraîner une dépression et faire en sorte que la maladie s'installe. Mais ce n'est pas systématique que à la moindre fatigue, palu, moindre de tête, palu, moindre fièvre, palu. Non, ça, ce n'est pas forcément le palu. Donc, généralement, un peu palu. On chauffe à 10 à 12 ans, pour le palu. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Et nous allons voir plus tard les conséquences de tout ceci. Et certains même sont là comme ça. Tu es foiré. Tu as des costauds problèmes. Même manger, tu n'arrives même pas à manger. Tu réfléchis comment produire le contenu pour avoir de la visibilité, pour attirer les gens, pour pouvoir attirer les prospects. Mais toi, tu réfléchis. Tu as mal à la tête, tu dis que tu as le palu. Là, c'est la galère qui te dérange. Ce n'est pas le palu, c'est la galère. La solution ici, c'est de chercher comment augmenter les sources de revenus. Ce n'est pas de chercher à prendre le médicament pour le palu. Vous prenez le peu que vous avez, au lieu de fructifier ça autrement dans votre business, vous prenez ça pour aller jeter dans les médicaments pour qu'ils ne servent à rien. Donc, parfois, essayons un peu de voir d'où vient le problème. On peut être foiré, on se dit qu'on a le palu, pourtant, c'est le foirage, ce n'est pas le palu. Donc, toute fièvre, tout mal de tête, toute fatigue n'est pas forcément synonyme de palu. Donc, et en plus, le palu n'est pas la seule maladie. On peut chauffer que ce n'est pas le palu, c'est une autre maladie. Le palu, ce n'est pas la seule maladie qui existe. Mais malheureusement, sur le terrain, les gens prennent le palu, jusqu'à d'autres viennent même. Je reçois une patiente qui vient, elle dit, elle prend le palu, elle prend les médicaments pour le palu pour garder. Comme ça, quand la femme chauffe, elle lui donne. Donc là, c'est très grave. Donc, elle prend les médicaments pour le palu comme si elle prenait les médicaments pour les verres. Elle prend beaucoup de bottes pour tous ses enfants pour déposer à la maison. Dès qu'une personne chauffe seulement, elle donne. Donc là, c'est très grave. Et on va voir vraiment les conséquences, comment dire, bien après. Donc, les antipaludéens sont l'une des classes des médicaments les plus demandés, même parfois qui ne servent à rien. Vraiment à rien. D'autres vont jusqu'à dire que j'ai perdu l'appétit. Ajoute la
Alors, je ne vous reçois plus. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, s'il vous plaît. Je ne vous reçois plus, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est à mon niveau pour que je ne sois pas en retard. Moi non plus, j'ai plus de son. C'est un cas général. Dorian doit avoir un problème de connexion. Oh, ok. Sinon, je me dis attention, est-ce que c'est pas moi qui suis dans l'erreur et tout? Allô, docteur Dorian. Vous m'écoutez? Ok. Oui. Ok. Oui, on vous suit. C'est maintenant, on vient de vous écouter, hein? Sinon on n'entendait rien. Merci. Elle est encore partie. Apparemment, la connexion dérange. Oui, pour le moment, Madame Ariane, vous pouvez prendre le relais pour qu'il n'y ait pas de silence en attendant qu'elle nous revienne. Ok, elle est de retour, je pense. Vous m'écoutez? Je demandais que qui parmi vous est déjà parti à la pharmacie demander un antibiotique parmi ceux que j'ai cités, métro pour dire métronidazole, amoxicille pour dire amoxicilline, cotine pour dire cotrimoxazole et cipro pour dire ciprofloxacine. Qui est déjà parti demander l'un de ces médicaments? Vous levez la main, s'il vous plaît. Monsieur Roland, encore baissé la main. Oui, Madame Mariama, à vous la parole. Contre la diarrhée. C'est là son nom. Allô? Oui, Madame Mariama, tu es déjà partie à la pharmacie demander quel médicament et pourquoi, pour quelle raison? Oui, moi, je suis partie demander le métro parce que pour la diarrhée, parce que à chaque fois, ça aussi, ça guérit au fait. Ça seulement, je ne demande pas conseil au médecin, sauf si ça continue. Sinon, je prends le métro. Mais si c'était le palu là, c'est le conseil du docteur. Je demande le docteur pharmacien. Sinon, le métro seulement, je m'en vais seulement, je prends. Ok, tu pars demander conseil au pharmacien ou bien tu pars toi-même dire que tu veux le métro. C'est deux choses différentes. Non, j'ai dit que si c'était le palu, ça, je demande le conseil au médecin. Mais si c'est le métro, moi-même, je pars récupérer le médicament, en fait. Ok. Oui, monsieur Roland, vous avez la parole. Et c'est le métro que je prends souvent. Quand j'ai des problèmes de digestion, des ballonnements de ventre, là. Parce que, voilà, une fois, je suis allé à l'hôpital pour faire l'examen de sel. On m'avait prescrit ça dedans. On m'a expliqué que ça permettait justement de faciliter la digestion et de résoudre les problèmes de verre. Et voilà. Donc, similaire à ce que j'avais à ce moment-là à revenir, c'est ce que je pars acheter. D'accord. Donc, vous voyez, il y a les mêmes raisons qui reviennent. En tout cas, on va parler des causes de ça, des causes plus tard. Donc, il y a les mêmes raisons qui reviennent. Donc, je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit ça a donné. Donc, par conséquent, c'est maintenant ça que je prends. Donc, le métro, amoxicillin, cotrim, cipro. Donc, il y a des gens que à la moindre toux, ou bien moindre toux, bien à la moindre grippe, on a déjà dit amoxicillin. Tu tousses le matin, le soir, tu commences à prendre de l'amoxicillin. Tu as toussé hier. Aujourd'hui, au lieu de commencer par le sirop pour la toux, vous commencez par l'amoxicillin. Donc, les gens consomment tellement l'amoxicillin. Vous partez à l'hôpital, le médecin fait un diagnostic, il fait une prescription avec 2 ou 3 médicaments. Le jour où vous sentez que le même mal revient, comme vous aimez souvent si bien dire, au lieu de demander conseil ou bien de revenir peut-être avec l'ordonnance qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour vous, vous choisissez ce qui vous arrange. Et généralement, ce qui vous arrange, c'est l'antibiotique, l'amoxicillin, le métro,
Cotrim, alors n'en parlons plus. J'ai fait un constat selon lequel le Cotrim, précisément, c'est un médicament que les gens prennent beaucoup en cas de grippe. Je ne sais pas qui a dit que le Cotrim, c'est pour la grippe. Je ne sais pas. Mais je sais, en fait, je sais. Je sais que c'est généralement vos docteurs du quartier qui le disent, ou bien qui le prescrivent. Parce qu'il y a 2 médicaments phares qu'au quartier, dans les poteaux là, on prescrit. 200 maladies, Cotrim et Dexa. Ce sont les 200 maladies. Donc, même si tu as quoi, Cotrim, Dexa, au point où un peu Cotrim, un peu Dexa. Et c'est grave. Moi, personnellement, c'est vrai, comment dire, rares sont ces médecins-là qui prescrivent le cotrimoxazole. Rares sont ces médecins-là qui le font. Et quand ils le font, même, c'est dans les cas où vraiment le patient souffre d'une infection grave, parfois une nosocomiale, c'est-à-dire comment dire, ce qu'on a contracté à l'hôpital. Mais malheureusement, d'ailleurs, les docteurs du quartier ou bien les centres de santé clandestines, clandestins, là, ont prescrit n'importe quoi et les patients reproduisent ça, disant que ça les a soulagés. Pourtant, en automédication, parfois, ce n'est même pas le médicament qui soulage, c'est la psychologie qui soulage. Il y a ce qu'on appelle en médecine l'effet placebo. C'est-à-dire le simple fait que vous avez mis en tête que le médicament, s'il va me soigner, vous guérissez pensant que c'est le médicament qui vous a soigné. Pourtant, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le médicament. C'est votre psychologie qui vous a soigné. Il y a des gens qui m'ont dit, j'avais mal au ventre, j'ai pris le métro, ça m'a coupé ça grave seulement. Tu as pris ça comment? Il va te dire un comprimé seulement et c'était bon. Donc, je ne sais même pas, vous avez mal au ventre, vous prenez un comprimé de métro, c'est pas de métro, donc ça dit un comprimé d'antibiotique, un truc qu'on a prendre pendant, comment dire, une durée moyenne de 7 jours, vous le prenez un seul comprimé, vous trouvez soulagement, il dit souvent un chapeau. Si vous pouvez savoir à quel point ce n'est jamais ces médicaments qui vous aident, c'est votre psychologie qui vous aide. Pendant que votre psychologie vous donne la guérison à l'instant T, le médicament que vous prenez va vous rendre malade dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a toujours un prix à payer. On peut avoir mal au ventre, c'est un problème de spasme abdominal. Ça n'a rien à voir avec une infection bactérienne bien parasitaire pour prendre le métro. On peut avoir une toux, ça n'a rien à voir avec une toux infectieuse pour prendre de l'amoxicilline. On peut avoir mal à la gorge, c'est un mal de gorge passager, ça n'a rien à voir avec une angine au point de prendre Ospen. Il y a des gens qui, dès que la gorge fait mal, Ospen, un peu Ospen. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils prennent, ils sont soulagés. Ils sont sûrs que, pourtant, même s'ils ne prenaient pas, ou bien s'ils prenaient simplement un anti-inflammatoire, ils allaient toujours être soulagés. Il y a des cas où on peut associer l'antibiotique, mais ce n'est pas systématique. Donc, vraiment, il y a des genres de médicaments là. Vraiment, oui, et à nous revenir. Prenez vraiment notre mal, nous tous, comme là, j'ai du mal. Parlons que le très bien, comme ça m'énerve. Attendant qu'elle revienne, j'aimerais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas encore membre de la Startup Academy, pendant que nous y sommes, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est vrai que j'ai mis mes contacts là, mais ça s'est enlevé vu que je me suis d'abord déconnectée. Mais je vais encore remettre. Comme ça, vous pouvez m'approcher. Et voilà.
Monsieur Roger, la main levée. C'est une question. Ok, donc c'était pas une... Et plutôt d'abord, on a notre oncle dimanche, voilà, où on va parler vraiment de la vie de famille, mais c'est le cadre vraiment relationnel et sexuel. Voilà, étant moi-même pharmacienne, c'est un temps vraiment parce que l'Afrique très que vous sachiez de quoi il est maximum. N'hésitez pas. Et voilà, on a plein de projets qu'on compte faire. Hein. Vraiment, ne ratez pas nos talks, ne ratez pas nos événements. Mardi aussi, on a un événement, les débats. Mardi à 19h, heure du Cameroun et heure de l'Angleterre. Pour ceux qui sont aussi ici en Angleterre, ne ratez pas cela. Le thème, ça sera c'est espionnage, voilà, dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez des expériences... Je sais pas, quand je parle, vous me recevez. Elle est de retour. Oui, maintenant on te reçoit, mais on ne te recevait pas plus tôt. J'ai posé une question, je ne sais pas si vous avez compris la question. J'ai pas compris, ma grande. Tu dis? Vous avez compris la question, j'ai posé une question. Répète la question alors, pour qu'on essaie de voir si on est sur la même ligne. J'ai posé une question, j'étais sur la question, sur le numéro 3 concernant la demande. Je disais ceci. Nous sommes au numéro du 3 concernant la demande des médicaments tels que le Fongizone, l'anistatine, le Flucazole par les parents pour leur bébé. Les parents prennent tellement ça dès que l'enfant naît. Là, j'aimerais que s'il y a des parents parmi nous et qui ont pour habitude de prendre ces médicaments, qui nous disent pourquoi il est prêt. Même s'il y a des grandes sœurs qu'on a déjà eu à envoyer pour acheter ce genre de médicaments pour les enfants, vous pouvez essayer de nous dire pourquoi vous prenez ce genre de médicaments. Parce que c'est récurrent. Est-ce que vous connaissez ces médicaments, s'il vous plaît, Fongizone, Nystatine et Flucazole? J'emploie ces termes parce qu'au Cameroun, précisément, c'est difficile de voir un parent qui ne connaît pas ce médicament-ci-là. On est ensemble. Oui, Dorian, par contre, dans la messagerie, oui, nous sommes ensemble. Dans la messagerie, en pharmacie. Oui, Ariane. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de parents ici. Je disais, une intervenante. Non, en temps de retard, ma grande. Je dis, une intervenante a posé une question de savoir, en cas de grippe, en pharmacie, il y a trop de retard. Allô, Mariama, tu as la parole. Ok, moi je dis personnellement, tous ces médicaments-là, tous ces noms-là, en fait, je ne connais pas. Moi, ce que j'ai l'habitude de prendre, c'était
En fait, si le corps du bébé chauffait, c'était effrayant. Mais à un certain moment, j'ai une de mes cousines qui disait que ça, c'était pas trop intéressant maintenant. Donc, j'ai changé. Elle m'avait dit de mettre Abo. Elle m'avait dit de prendre Advil-Med. D'accord. Sinon, si à part ça, si l'enfant est malade, je m'en vais. Soit je demande le conseil, le docteur pharmacien, ou bien je vais à l'hôpital. Diri. Donc, ce que déjà, j'aimerais me rassurer qu'on est en phase. Donc, essayez un peu de faire si vous me connaissez ensemble. Parce que j'ai l'impression qu'on ne se suit pas mutuellement. De faire signe de main ou bien. Donc, ok, donc on est ensemble. D'accord. Généralement, il y a des parents, l'enfant vient de naître, à peine 3 jours, à peine une semaine, on est déjà en train de prendre les fongisones, des médicaments contre les excuses que les parents ont. C'est pour les rouges fesses. Et ces rouges fesses, on passe le temps à traiter avec ces médicaments, vraiment, parfois ce n'est même pas nécessaire. L'enfant est à peine 3 semaines, 3 jours, une semaine, on est déjà en train de pomper l'enfant avec des costauds médicaments disant que c'est pour les rouges fesses. Ce qu'on doit savoir, c'est que les rouges fesses, le fait de voir les rouges fesses peuvent avoir plusieurs causes. Ce n'est pas systématique que parce que l'enfant a les rouges fesses qu'on va donner les médicaments pour les mycoses. Ce n'est pas systématique. On peut avoir les rouges fesses que c'est juste l'érythème fessier. C'est juste une érythème fessier. Et là, il faut juste adapter les règles d'hygiène. Vous nettoyez l'enfant, nettoyez bien l'enfant. Vous essayez de mettre de la vaseline, de mettre des pommades contre l'érythème fessier. Ça peut être, ce qu'on appelle les impétigos en médecine. Ça peut être, des dermatites. Ce n'est pas forcément les mycoses. Et généralement, c'est quoi? Quand on disons les nystatines. Et quand en plus de cela, il commence à être minutieux sur l'hygiène de l'enfant. Là, ça a marché. C'était les mycoses. Le fongizone a marché. Pourtant, c'est plutôt les conseils d'hygiène qui sont apportés, qui ont soulagé l'enfant. Ce n'est pas le médicament en lui-même, parce qu'on peut avoir les rouges fesses systématiquement les mycoses comme les parents font. Et malheureusement, l'enfant est encore tout petit. Ses organes ne sont pas encore solides. Il commence à recevoir des tonnes de médicaments pour des choses qui ne sont même pas vraies. Et puis, quand l'enfant aura 2 ans, 3 ans, il va développer des maladies bizarres. On va commencer à accuser les gens au village. Putain, on a fatigué l'enfant plutôt avec les médicaments qui étaient inutiles. De prendre les fongisones, les nystatines, parce qu'on va vraiment voir un peu comment les fesses sont rouges, on va courir prendre le médicament. Non, la première chose ici est de mettre l'accent sur l'hygiène de l'enfant, la qualité des couches de l'enfant, le temps que changer les couches de l'enfant de temps en temps pour que les urines n'irritent pas les fesses de l'enfant. Donc la première chose à faire ici, là, c'est de mettre l'accent sur l'hygiène de l'enfant et non de courir à la pharmacie prendre des médicaments parfois qui ne servent à rien. L'enfant est encore tout petit, 3 jours, 1 semaine, on le pompe déjà avec les médicaments, mais c'est alarmant. Donc voilà un peu le cas de filles qu'on rencontre couramment. En plus, moi, je suis dans une ville où les jeunes filles accouchent précocement. Donc du coup, tellement ce sont des médicaments qui sortent. Ça fait partie de nos produits qu'on appelle les produits 20-80, c'est-à-dire les 20% des produits en pharmacie qui apportent 80% du chiffre d'affaires. Parfois, tu leur parles, c'est comme si elles ont mal. Je sais pas, on comprend que vous souciez de l'enfant, on comprend que ça fait mal de voir l'enfant avec tout ceci, mais le tout n'est pas du tout de prendre les médicaments, ce n'est pas forcément la solution. Votre organisme est déjà conçu de ces sortes que lui-même déjà peut se défendre. L'organisme est un puissant médicament, vous ne savez pas.
Notre organisme est un puissant médicament. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une infection aujourd'hui, il se base quand il combat l'infection, on guérit. Il ne faut pas qu'au moindre souci, au moindre pépin, on coupe les médicaments. Non. Laissons d'abord l'organisme se défendre lui-même. Observons. C'est quand vraiment il se base, quand il se fatigue, on peut dire que oui, on a recours aux médicaments. Et même pour cela, il faut demander les conseils avant de les prendre. La femme en 3 jours, une semaine, vous le pompez avec les médicaments. Donc là, ça fait même mal. Il y a même souvent pitié des enfants. Il y a souvent pitié d'eux. Donc vraiment, s'il y a les parents parmi nous, ou s'il y a les futurs parents, ou bien s'il y a des grandes sœurs qui ont les enfants qui regardent, évitez ça. Évitez ça. En plus, le fongizone, moi-même, quand je délivre, quand je conseille le fongizone, c'est vraiment dans les cas critiques. Parce qu'il y a des médicaments, qui sont un peu très forts, qui ont une forte toxicité. Et vous allez rarement voir un pédiatre ou bien un médecin prescrire ces choses-là facilement à l'enfant. Rarement. Essayez d'écouter la page du docteur Ngou, docteur Patrick Ngou sur Facebook. Vous allez dire que l'enfant a les cordes, il s'étire. Quel enfant ne s'étire pas? Vous n'avez un enfant qui ne s'étire pas. Si l'enfant ne s'étire pas, il faut même plutôt avoir peur. Parce que l'enfant doit s'étirer, il doit se tordre. Un peu seulement médicaments, un peu. L'enfant après une semaine, un mois, l'enfant a une boîte de pharmacie bien remplie. Non, vous, les mamans, les parents, ayez parfois pitié de vos enfants. Dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont commencer à développer de grosses maladies. Parce qu'ils sont encore petits, les organes ne sont pas encore bien matures pour supporter certaines choses. Laissez-les d'abord comme ça. Si l'enfant s'étire, c'est normal qu'il s'étire. Si l'enfant a les rouges fesses, mettez l'accent sur l'hygiène de l'enfant. Donc voilà un peu le 3e cas de figure que j'aimerais souligner. Évitez tous ces médicaments-là. Évitez ça. 4e, c'est la demande des ovules. Donc, avant de continuer, est-ce qu'on est ensemble? Mettez un pouce ou bien si faites une demande ensemble. D'accord, on est ensemble. Ok. Donc, la 4e chose ici, le 4e cas courant, c'est la demande des ovules et solutions antiseptiques par les femmes. Là, alors, non. Vraiment, nous, les femmes, parfois, on dérange. On dérange. Qui a même dit à la femme que chaque 2 mois, elle doit se nettoyer avec les ovules, maman? Qui a même dit... Donc, les femmes, si vous faites ça, levez la main, n'ayez pas honte. Parce que je vois partout, et partout seulement, il faut nettoyer, il faut se nettoyer avec les ovules. Les gens fabriquent même les ovules et vendent sur Facebook, je ne sais pas. Les femmes, là, dites-moi, qui vous a dit que chaque 1 mois, 2 mois, on doit se nettoyer avec les ovules? En tout cas, vous prenez même souvent, vous gardez que non, quand ça va me prendre, me remettre. Levez la main, vous me dites aussi. Peut-être qu'on va apprendre aussi quelque chose venant de vous. Les femmes, là c'est notre côté. Qui a même dit ça? Hein, les vendeurs au marché disaient ça. Vous dites bien les vendeurs au marché. Donc, ce qu'on vous interdit là, les vendeurs au marché, les gens se lèvent, ils commencent à fabriquer les ovules que je vois souvent sur Facebook. Et quand je vois, les femmes sont versées sur les pages là. Elles commandent. Si elles viennent à la pharmacie, vous fuyez les hôpitaux, vous fuyez les examens, vous fuyez pour aller dépenser votre argent sur les choses qui vont vous tuer à petit feu. Il y a, les femmes me manquent, c'est terrible. Il y a des femmes qui sont incapables de se placer devant comme ça dans une conférence, se présenter. Elles vont se gratter, les démaisons vont les tuer. Parce qu'ils ont déjà détruit leur flore vaginale. Elles passent le temps à se démanger le vagin. Au lieu de s'inquiéter, elles continuent de prendre les ovules de toi au travers. Là, c'est très grave. Solution antiseptique. Dans l'autre, Dieu était bête avant de mettre les garde-fous au niveau du vagin. On a une flore vaginale à préserver. On a une flore vaginale qui nous protège contre les infections. Quand vous prenez tout le temps les solutions antiseptiques, vous détruisez votre flore vaginale en le faisant. Vous détruisez votre flore vaginale. Vous partez, vous consultez aujourd'hui, vous faites un PCV, le gynécologue vous prescrit des médicaments. Maintenant, ça devient que c'est un peu, je prends les ovules. Un peu, je prends les ovules. Vous n'avez rien, vous prenez les ovules. Vous n'avez rien, vous prenez des solutions antiseptiques. On a dit qu'on doit souvent se nettoyer. On se nettoie simplement avec de l'eau propre. Simplement avec de l'eau propre, quand il n'y a aucun problème. Le vagin se nettoie simplement avec de l'eau. Même le savon, on ne met pas. Même le doigt qu'on a, les femmes disent qu'elles envoient, on n'envoie pas, c'est simplement avec de l'eau propre. Notre vagin est très, très sensible. On a la chance d'avoir des organismes, des bactéries à ce niveau-là qui nous protègent contre les attaques, contre les agressions. Et vous savez, comme on dit, si vous voyez que vous êtes du genre à aller uriner partout,
dans les cérémonies et tout. Prenez les prédispositions par rapport à ça. Tout n'est pas de prendre les solutions antiseptiques, les ovules. Non, ça ne vous aide pas. Si vous n'avez rien, nettoyez-vous avec de l'eau propre, simplement. Donc, vraiment, les femmes, il faut arrêter ça. Votre docteur du quartier, du Facebook, là, vraiment, il sera difficile de voir un docteur, un pharmacien ou une personne qui a vraiment suivi une formation médicale vous dire que, mes chers, soignez de chaque 2 ou 3 mois, faites ceci. Jamais, c'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça que les mêmes qui passent le temps à prendre les solutions antiseptiques, là, c'est toujours les mêmes qui ont maintenant les problèmes gynécologiques. Parce que quand vous le faites tout le temps, vous détruisez votre flore vaginale et vous vous exposez à des problèmes maintenant. Les mêmes qui passent le temps à prendre les problèmes, les ovules sont les mêmes que dans 2 mois, 3 mois. Elles vont commencer à dire qu'elles ont les problèmes. C'est normal. Quand il y a détruit votre flore vaginale avec les ovules, là, c'est normal. Donc vraiment, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. Maintenant, en 5e position, il y a la demande des médicaments pour la grippe, la toux et le rhume. Déjà, avant de continuer, si on est ensemble, faites un signe de main, s'il vous plaît, si on est ensemble. D'accord, donc ensemble. Il y a la demande des médicaments pour la grippe, la toux et le rhume. Déjà, j'aimerais vous dire ceci. La toux, le rhume et la grippe, ce sont ces 3 pathologies différentes. Parce que ces 3 pathologies différentes également qui ont des traitements différents. Mais malheureusement, sur le terrain, les gens ne comprennent pas la nuance. Il y a des gens que, à la moindre commence, dès que la gorge démange un peu, on dit qu'on est grippé. Dès qu'on tousse un peu, on dit qu'on est grippé. Dès que le narine coule un peu, on dit qu'on est grippé. La toux, le rhume et la grippe, c'est 3 choses différentes. Et c'est même 3 traitements différents. Il faut savoir faire la différence entre ces 3 choses-là. Quand on dit qu'on est grippé, quand les gens vont souvent venir en pharmacie dire que j'ai la grippe, parce qu'en plus, ça se sont pluvieuses, où les gens vont beaucoup plus manifester ces pathologies-là. Le fait que tes narines coulent ne veut pas forcément dire que tu as la grippe. Le fait que tu tousses ne veut pas forcément dire que tu as la grippe. Il y a des signes de la grippe qui nous orientent vers le traitement de la grippe. C'est pas pour rien qu'on vous pose toujours les questions. Généralement, quand les patients viennent, ils vont dire je veux faire vex, mais je veux thème pour la grippe. Je veux leur dire ta grippe là, essaie un peu de m'expliquer comment ça se manifeste. Ils vont te dire je tousse, donc il dit qu'il est grippé. Mais quand tu poses la question, tu parles plutôt de la toux. Tu me vois le rapport entre la toux et. Parce que là, ne comprend pas le rapport qu'il y a entre ces deux. Et c'est quoi le danger? C'est que les substances qui sont dans les médicaments pour la grippe, quand vous les prenez pour la toux, ça ne vous aide pas. Par exemple, une personne qui a peut-être le rhume, par exemple, une personne qui a le rhume, vient plutôt prendre les. Quand on dit le rhume, ça, c'est symptômes différents de ceux de la grippe. Il peut avoir des signes similaires. Mais de manière générale, le rhume est différent d'une grippe. On peut avoir les 3 à la fois, c'est vrai, mais on peut avoir les 3 séparément. Il faut savoir faire la différence entre ces 3. Vous pouvez faire un rhume, par exemple. Vous venez, vous prenez peut-être le Litacol, comme les gens aiment bien prendre le Litacol, comme c'est 200 maladies, là, dès que la gorge se fait un peu un genre de Litacol. Quand vous prenez par exemple le Litacol en cas de rhume, dans le Litacol, il y a le paracétamol par exemple, qui ne va pas vous aider. Parce que lorsqu'on a enrhumé, on n'a pas de fièvre, on n'a pas de maux de tête. Il y a par exemple le paracétamol à l'intérieur qui ne va pas vous aider. Ça sera comme si vous êtes en train de prendre le paracétamol pour rien. Et le paracétamol, c'est un produit qui est toxique pour le foie, voilà, le col cap. Il y a du poteau ici apparemment. Et le paracétamol, c'est un médicament qui est très toxique pour le foie. Si à chaque fois, un peu, vous prenez le Litacol, col cap, c'est comme si vous prenez le paracétamol pour rien. Parce qu'en cas de rhume, il y a des traitements qui sont mieux appropriés pour le rhume. Pas besoin de prendre le Litacol, par exemple. C'est vrai que dans le Litacol, il peut y avoir une substance à l'intérieur qui va vous soulager contre le rhume. Mais ce n'est pas nécessaire de prendre tout un tas de substances. Prenez uniquement peut-être un antihistaminique pour le rhume. C'est pour ça que c'est toujours bien de poser votre problème pour qu'on puisse vous orienter. Donc voilà un peu des gens, il y a même des gens qui vont prendre des Colcap, des Litacol, et en parallèle encore, ils vont prendre du paracétamol. Donc ça, c'est encore trop grave même. Parce que sans savoir qu'à l'intérieur du Litacol, il y a déjà le paracétamol. Donc, on se trouve tout le temps en train de prendre des doses fortes des médicaments qui ne servent à rien à cause de l'automédication.
Et je vais prendre un dernier cas de figure qui n'est pas sur la diapo. Il y a le cas de la demande des anti-inflammatoires tels que le diclofenac et l'ibuprofène. Sont ensemble, faites un signe de main s'il vous plaît, sont ensemble. Faites un signe de main s'il vous plaît. OK. L'autre cas de figure, l'autre demande courante, c'est les anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène et le diclofenac. Oh là là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont condamnés à vivre avec l'ulcère gastrique à cause de ces médicaments-là. Ces médicaments qu'à la moindre douleur, on prend seulement. Qui peut me dire à quoi? Qui peut me dire quel rôle? C'est quoi le diclofenac ou l'ibuprofène? Qui peut me dire s'il vous plaît? Qui connaît le diclofenac ou l'ibuprofène? Quelqu'un lève la main. Non, docteur Crédit, je ne vais pas t'interroger. Oui, bon. Oui. Jumaz. Guédia Danik, tu peux me dire, c'est vrai que toi également, je ne voulais pas t'interroger, mais bon, tu peux répondre à la question. Guédia, tu actives le micro et tu parles. On est ensemble. Danine et Guédia, tu actives le micro. Bon, apparemment, je vais continuer. Déjà, vous devez comprendre le diclofenac ou bien le ibuprofène, ce sont des anti-inflammatoires et on les prend en cas de douleur type inflammatoire. Donc, les gens vont les prendre de temps au travail. Parfois, même les gens qui ont déjà de l'ulcère gastrique, mais des douleurs gastriques, les prennent. Les prennent. Il y a des gens qui sont condamnés aujourd'hui à vivre avec l'ulcère gastrique à cause de ces médicaments-là. Et généralement, même, lorsqu'on les prescrit, c'est pour une période brève, c'est-à-dire 3 jours, mais maximum 5 jours. Ce ne sont pas des médicaments qu'on prend sur du long terme. Et parfois, on a nos parents qui souffrent parfois des douleurs chroniques, d'arthrose, des lombalgies et autres. Même quand le médecin les met sur anti-inflammatoire, ce n'est pas ce genre d'anti-inflammatoire qu'on les prescrit. On les prescrit autres anti-inflammatoires parce que ceci précisément, c'est-à-dire le diclofenac, l'ibuprofène, c'est très nocif pour l'estomac sur du long terme. Donc, ce sont des choses à éviter. Parfois, quand vous venez en pharmacie, on vous pose des questions. C'est pour juger si on peut vous donner ce genre de médicament ou pas. On ne fait pas une prescription médicale ou bien un conseil de manière hasardeuse. Quand on vous pose des questions, c'est pour mieux comprendre et choisir le médicament qui va avec. Donc, si vous êtes habitué à prendre le diclofenac, commencez à réduire les doses, à éviter ça. Et si vous êtes déjà à prendre ça sur du long terme, commencez déjà à réduire ça parce que sur du long terme, ça vous expose à d'éventuels problèmes, des problèmes rénaux même, des problèmes d'estomac. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire concernant les différents cas courants d'automédication qui sont alarmants. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là et on va continuer avec la diapo suivante concernant les causes d'automédication. Emma, diapo suivante, s'il te plaît. Bon, avant d'arriver sur les causes, je vais prendre 2 ou 3 questions. Donc, s'il y a des questions, vous levez la main. Oui, Mariama, à toi la parole. Moi, j'ai l'habitude d'acheter de la paracétamol ou l'Efferalgan en comprimé ou bien le métro et Advil pour l'enfant, pour laisser à la maison. Mais c'est vrai que j'ai maux de tête seulement, je prends. Mais quand je vois ça insiste, je prends. Est-ce que c'est bon? Ces 4 médicaments, j'aime les déposer à la maison. D'accord. Et tu les donnes à quel moment? Disons, le métro, c'est quand j'ai la diarrhée. Maintenant, le paracétamol, c'est quand j'ai maux de tête et puis ça me fait mal un peu, mais ça a duré.
Maintenant, Efraga, là, c'est quand ma tête me fait mal même. Et puis, ça a duré aussi, et puis c'est pas guéri au fait. Maintenant, Advil, c'est quand le corps de l'enfant chauffe. Maintenant, je donne ça. D'accord. Bon, ce que j'aimerais vous dire, parce que le but de ce talk est de vous faire comprendre que le tout n'est pas toujours de prendre les médicaments. C'est bien, comme vous avez dit, c'est toujours bien d'avoir peut-être tous ces médicaments à la maison, on ne sait jamais. Mais il faut savoir que l'organisme en lui-même déjà peut comprendre que c'est un cas de, certaines maladies, mais certaines situations d'agression et de se rétablir. Par exemple, c'est pas parce que l'enfant chauffe à 10 heures que vous avez forcément le médicament ou de l'Effergan à 12 heures. C'est pas une bonne chose. Il peut arriver que ça, pour ma part, ça peut être une fièvre passagère, pas forcément. Peut-être qu'il a trop joué, il est fatigué. Ça peut être, je sais pas trop. C'est pas forcément quelque chose qui va vous alarmer au point de donner le médicament. Donc, parfois, essayez de vous en passer des médicaments. Essayez d'abord d'observer, voir si peut-être l'organisme peut se rétablir. Donc, c'est pas qu'au moindre pépin vous allez donner, à un moindre diarrhée vous allez donner, à un moindre mal de ventre vous allez donner des médicaments. Ce sont des choses que moi, je ne conseille pas. Par exemple, je peux être là, je travaille dur la nuit, j'ai mal à la tête. Je sais que j'ai mal à la tête parce que j'ai trop travaillé. Alors, moi, je décide de me reposer simplement. Ça peut être que j'ai faim, j'ai pas mangé de la journée et j'ai trop travaillé. Donc, du coup, j'ai les maux de tête, je commence à chauffer. Là, je sais que c'est la famine qui me dérange. C'est pas donc. Ici, il faut manger, il ne faut pas forcément prendre les Ferragans. Donc, faisons l'effort de ne pas trop prendre des médicaments, mais de les prendre quand c'est vraiment nécessaire. L'organisme, lui, il est déjà un puissant médicament. C'est quand vraiment il lâche qu'on peut avoir recours à des médicaments. C'est ce que moi, je voulais vous faire comprendre à travers ce talk. Donc, ayez recours à des médicaments quand vraiment c'est nécessaire. Donc, par rapport à l'automédication, et c'est pas Dani qui a une main levée depuis. C'est pas si elle veut parler. Avant de continuer son ensemble, s'il vous plaît, faites un signe de main. D'accord. Donc vraiment, évitez de prendre les médicaments. Le médicament, c'est le dernier recours lorsque ça ne va pas. Donc, quelles sont les causes de l'automédication? Comme certains ont dit tout à l'heure, généralement, bon, l'une des raisons, l'une des excuses, il faut dire ça comme ça, que les patients avancent, c'est que à l'hôpital, il y a une longue file d'attente, il faut attendre, il y a trop de gens, c'est monté, c'est descendu. Parce que, je crois que Daniel a dit, donc, d'autres, pour certains, ils vont aller à l'hôpital, ils vont payer inutilement les examens parce que c'est la même chose qu'on va toujours prescrire. Donc, mieux vaut pas une fois à la pharmacie directement prendre ce qu'on veut prendre parce qu'on va dépenser l'argent sur les examens. Pour d'autres, c'est plutôt le renouvellement des anciennes prescriptions, c'est-à-dire, on est parti à l'hôpital aujourd'hui, on a fait les examens, on a fait une prescription. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, quand le semblant de mal va encore arriver là, on va seulement venir reproduire les anciennes ordonnances disant qu'on avait prescrit tel, ça a marché, c'est encore revenu. Il y a des gens que chaque mois, ils sont en train de renouveler les ordonnances, chaque mois. J'ai reçu un jour une patiente, elle est venue avec l'ordonnance de 2016. Elle vient seulement, elle plie bien l'ordonnance là, elle dit que je veux ceci. Et ce qu'elle manque, c'est toujours l'antibiotique. Parce que c'est parce que l'antibiotique a fait aux gens. Les gens aiment tellement les antibiotiques. Depuis 2016, elle dit que c'est ça qu'elle prend quand elle a mal. Depuis 2016, sans consultation. Et comment dire, et vous êtes nombreux à faire la même chose. Vous avez, depuis 2 ans, depuis 3 ans, vous reproduisez les ordonnances. Chose qui n'est pas bien. Donc, on peut avoir une maladie. Il y a plusieurs maladies qui ont les mêmes symptômes. Et le pire, c'est même quand vous avez une maladie qui revient tout le temps, ne courez pas à la pharmacie prendre les médicaments en disant que c'est revenu. Il faut plutôt vous inquiéter. Si un même mal revient chaque 1 mois, chaque 2 mois, c'est que déjà, il y a un problème. Donc, au lieu de dire plutôt que non, j'avais pris ça, ça m'a soulagé, inquiétez-vous plutôt que mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça revient encore après 1 mois, après 2 mois? Pourquoi ça revient? Il y a des gens, par exemple, qu'en 1 mois, ils prennent des antibiotiques 2 fois.
Quelqu'un vient te dire que j'ai pris le médicament pour le palu, comment dire, en début du mois, je veux encore tel, comment ça m'a soulagé, mais c'est revenu, je veux encore tel. Donc, dans un mois, on prend 2 fois le médicament pour le palu, mais vous ne voyez pas la gravité de la chose. En un mois, 2 fois, à cause de la reproduction des prescriptions, parce qu'on veut fuir, parce qu'on dit quand je pars à l'hôpital, c'est toujours ça qu'on prescrit, je ne pars plus, je veux ça. Oh là là, c'est... Lorsqu'on vous pose des questions, lorsqu'on fait des examens, nous, on voit souvent ce que vous ne voyez pas. Quand on vous fait une prescription, nous, on est en mesure de justifier pourquoi est-ce qu'on vous donne les médicaments. Mais quand vous prenez là, c'est quoi la raison? Nous, on voit ce que vous ne voyez pas. Donc, voilà un peu l'une des causes de l'automédication. On reproduit la prescription. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont plus jamais à l'hôpital. Donc, dès qu'on a fait une prescription, là, c'est bon. Chaque fois qu'il aura la maladie, là, il va seulement reprendre la même chose. Ça va cuire sur lui avant qu'il va encore aller à l'hôpital. Et la quatrième raison, mais la quatrième excuse, c'est le conseil du voisinage. Là, alors, c'est pour les femmes. Ça, c'est le travail des femmes. Ma voisine a dit qu'elle avait levé ça à son enfant, ça a marché, vous aussi ça. Ça, c'est le travail des femmes. C'est le travail des femmes ici. Vous avez votre enfant, que vous avez conçu seul, que vous élevez seul, vous éduquez seul. Vous commencez, vous violez l'enfant, mais vous partez demander. Donc, quand l'enfant est malade, là, vous partez toquer chez la voisine que, voisine, ton enfant, là, quand il avait ça te donné quoi? Parce que vous venez aussi dire que ma voisine a dit que. Donc, votre voisine devient meilleure que le médecin, meilleure que le pharmacien. La voisine, pendant son enfant, peut-être 2 ans, on lui a fait une prescription d'un médicament, ça a marché. Votre enfant a 6 mois, a 4 mois. Vous partez reproduire le même traitement, vous ne comprenez même pas pourquoi. Elle est passée à l'hôpital, elle a fait une prescription médicale, mais vous prenez le raccourci, vous passez par elle, sans comprendre ce qui s'est caché derrière la maladie de son enfant. Donc, vraiment, le conseil du voisinage, ça, c'est le travail des femmes. Et ça va vous tuer. Si vous n'êtes pas petit de vous, et au moins petit de vos enfants, généralement, c'est quand ce sont les femmes qui viennent d'accoucher qui font ça. Ma voisine a dit qu'elle avait donné Pinko, ça a marché, vous aussi le Pinko. Et la dernière excuse que les gens avancent, c'est l'expérience personnelle, c'est-à-dire que je connais mon corps, je me connais mon corps. Quand je prends ça marche, quand j'ai ça, c'est que c'est ça. Parce que les gens avancent souvent que non, quand j'ai mal au ventre, c'est que c'est le palu, je connais mon corps. Quand j'ai mal au ventre, je prends la timité, ça guérit. Donc l'expérience personnelle. D'autres vont te dire que ce médicament, c'est seulement ça qui me guérit. Donc, c'est toujours ça que je prends, ça marche. Donc, c'est-à-dire que la psychologie, tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet placebo, du placebo. Donc, ce n'est même plus le médicament qui vous guérit, c'est votre psychologie qui vous guérit. C'est-à-dire, suffisamment qu'on prenne le médicament, peut-être que je pars derrière, je change l'étui, je prends peut-être une poudre, une farine, je contrôle sous forme de comprimé, je vous donne. Quand vous avez le médicament entre vos mains, vous allez guérir. Pourtant, ce médicament, ce n'est rien en principe. Donc, généralement, c'est votre psychologie qui vous donne la guérison. Ce n'est pas le médicament en lui-même. Quand vous dites que vous connaissez votre corps, vous comprenez votre corps. C'est un peu comme une maman qui vient à la pharmacie. Pour elle, par exemple, elle a pour habitude de prendre les diclofénac, les petits comprimés rouges. Quand elle vient à la pharmacie, elle veut les comprimés rouges. C'est-à-dire que si tu prends le diclofénac peut-être qui est blanc, elle va dire que non, elle veut ce qui est rouge. Si à la place du diclofénac qui est rouge, tu prends peut-être le paracétamol, tu lui donnes, elle va boire, elle va dire comment elle a été soulagée. Parce que dans sa tête, comme c'est rouge là, c'est le médicament, c'est les comprimés rouges qui la soulagent souvent. Pourtant, ce qu'elle a pris n'a rien à voir avec ce qu'elle demandait. Donc, pour dire, voilà un peu le placebo. Donc, c'est-à-dire, vous guérissez par votre psychologie et non pas l'action du médicament. Et malheureusement, quand vous êtes guéri, vous pensez que c'est grâce au médicament et chaque fois, vous reprenez le même médicament. Donc, voilà un peu les quelques causes que les gens avancent concernant l'automédication. Si on est ensemble, fait si demain, on va passer à la diapo suivante. S'il y a une question, avant de continuer, je vais prendre 2 ou 3 questions. Si il y a des questions, levez la main, s'il vous plaît. Aucune question, on ne peut pas faire un truc pareil comme ça. Je suppose que vous êtes conseillé, ce sont des choses que vous faites au quotidien, mais vous n'avez pas de questions.
Euh, Pharmacienne Dorian, je pense qu'il y a eu des questions dans la messagerie. Donc, de temps en temps, guette Ok, aussi la Patricia messagerie à parce côté. que, oui. Patricia à côté, oui, elle a levé la main. Ok. Bonsoir, Madame Doya. Bonsoir, Allô? Patricia. Comment vous allez? Je vais super bien et vous-même? Oui, je vais très bien. Au fait, j'ai une préoccupation au niveau des menstrues douloureux. Parce que moi, j'ai un souci par rapport à cela. Comme vous avez dit non de ne pas prendre des médicaments à chaque fois. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me conseiller par rapport à cela. Parce que tant que je ne prends pas un médicament, ça ne se calme pas. D'accord. Déjà, concernant les menstruations, déjà, quand on parle de douleur, il y a il y a encore une question. Voilà. Lorsqu'on parle des douleurs, la douleur est classifiée en fonction des intensités. Ça va dépendre de l'intensité de votre douleur parce que de manière générale, la majorité des femmes ont des douleurs lors des menstruations. Maintenant, les douleurs peuvent varier d'une femme à une autre et on classe les douleurs selon leur intensité. Si vous avez des douleurs pendant les menstruations très intenses, oui, là, vous allez avoir recours à des médicaments parce que le médicament ici, c'est pas comme si ça va faire que vous arrêtez de saigner, non. Le médicament ici est juste pour soulager, pour, comment dire, pour donner un certain confort. Et là, c'est pas comme si comment dire, on saigne chaque mois. Donc, il y a des mois où vous pouvez décider que non, je veux supporter, je ne prends pas. Il y a trop de médicaments dans le mois antérieur. Donc là, c'est quelque chose de subjectif. Donc, vous pouvez décider de supporter si la douleur n'est pas très intense, parce que c'est chaque mois que vous aurez ces problèmes-là. Comme vous pouvez décider si la douleur est très intense. Moi, parfois, quand je suis à la maison, que je ne pars pas au travail, je peux dire que bon, je suis à la maison, je peux rester à la maison, je peux rester couché durant toute la journée. Bon, non, je devais acheter les médicaments, la mieux j'économise, je supporte la douleur. Mais si je suis au travail, je dois être en forme pour pouvoir travailler, alors j'aurai recours à des médicaments pour pouvoir avoir un certain confort. Donc, tout va dépendre de vous. Maintenant, concernant la menstruation, je comptais arriver là sur la diapo suivante, je crois. Je vais arriver sur ça. Parce que parfois, il y a même certaines femmes qui ont non seulement des règles douloureuses, mais aussi des crampes vaginales. Donc, en plus des médicaments aussi, il y a aussi la qualité des serviettes hygiéniques que vous utilisez. Donc, sur ça, je vais parler de ça dans la diapositive suivante. Maintenant, comme médicaments pour les problèmes de menstruation, il y a deux catégories de médicaments, il y a même trois catégories. Vous pouvez, en fonction de l'intensité de la douleur, vous pouvez prendre des médicaments qu'on appelle les antispasmodiques. Comme par exemple le spasfon. Le spasfon, je ne sais pas si vous connaissez ça. Parce qu'il y a divers classes de médicaments en fonction du type de douleur. Mais pour les menstruations, il y a par exemple les antispasmodiques qu'on peut prendre. Vous les connaissez? Ah. Bon, j'avais utilisé une fois, mais ça fait vraiment longtemps. Ok. Parce que ça aussi, ce sont les médicaments qu'on donne souvent aux femmes enceintes parce qu'elles ont souvent des douleurs spasmodiques. Donc, ça qu'on donne, c'est-à-dire quand les viscères, les muscles se contractent, c'est là que vous sentez mal. Donc, on leur donne ces médicaments pour relâcher les muscles pour que vous n'ayez plus mal. Comme deuxième catégorie des médicaments, vous pouvez prendre des antalgiques simples, des antalgiques comme le paracétamol. Oui. Mais l'antadis, c'est pas bon. L'antadis. Allô? Oui, c'est un anti-inflammatoire. Oui, c'est un anti-inflammatoire. C'est ce que j'utilise, bon, ou bien le Nifuri. Je sais pas. Oui, c'est un anti-inflammatoire également. Ok. Parce que les règles douloureuses, ça va dépendre des moyens de la femme aussi. Hein. Ça va dépendre de chaque femme. Parce qu'il y a des femmes qui ont des douleurs gastriques, qui ont des ulcères gastriques. Donc, du coup, elles ne sont pas vraiment sujettes à prendre peut-être des médicaments comme le diclofénac et autres. Même si elles prennent des anti-inflammatoires, elles vont prendre une certaine catégorie d'anti-inflammatoires. Maintenant, hormis les anti-inflammatoires, on peut également donner des antalgiques, c'est-à-dire des médicaments pour la douleur. Peut-être que des associations comme peut-être que paracétamol, plus peut-être que soit un qui est le diclofénac. Donc, il y a plusieurs types de médicaments qu'on peut donner en cas de règles douloureuses. Donc, tout va dépendre du confort, de l'intensité de la douleur et des moyens de la patiente. Également des facteurs, comment dire, de ce qu'elle a comme facteur aggravant. Si vous avez mal à l'estomac, il y a des choses qu'on va éviter de vous donner. Donc, voilà.
ce que j'aimerais dire par rapport à votre question. Donc, s'il y a des mois que vous voyez que vous pouvez supporter, ne prenez pas. Mais si vous voyez que c'est fort, là, prenez. Ok. Ok, comme vous avez dit d'aller parler aussi des serviettes, là, sinon vraiment ça fait mal. Parce que moi, c'est au niveau du dos. Oui, bon, pour les serviettes, je vais parler de ça dans la diapo suivante. Je vais parler de ça dans la diapo suivante. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bon, je vais laisser la parole à Mehdi Afrique. Oui, S'il vous plaît, oui, Mehdi avant, Afrique. je sais pas qui il est vraiment avant. Bref, je disais, je suis dans deux réunions en même temps, désolée. Donc, je disais, généralement, nous les femmes, on cache trop de maladies qui sont liées aux règles. Aux règles. Donc, désolée, je vais revenir. Bon, en attendant qu'elle vienne, Mehdi Afrique, tu peux prendre la parole. Oui, j'avais une question par rapport à ce que la dame précédente a posé concernant les règles douloureuses. Elle a dit, vous n'avez pas dit qu'elle pouvait prendre les anti-inflammatoires. Bref, de ma petite expérience ou de ce que je sais, dans la limite de ce que je sais toujours, je sais que les règles douloureuses, c'est une contraction des muscles de l'utérus, non? Ou je me trompe. Et en quoi prendre un anti-inflammatoire qui n'est pas, vu que ce n'est pas une inflammation, dans quelle mesure, en fait, ça soulage ça, en fait? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. D'accord, Mehdi Afrique, merci pour la question. Déjà, la contraction du muscle de l'utérus est la conséquence de la cascade des réactions anti-inflammatoires, des réactions inflammatoires. C'est juste la conséquence, la résultante. Parce que lorsqu'on est en période de règles douloureuses, il y a toute une cascade, il y a des libérations de certaines substances inflammatoires, bien pro-inflammatoires, qui par conséquent, au niveau de l'utérus, créent la contraction de l'utérus. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre des anti-inflammatoires. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, il y a une cascade inflammatoire, il y a une cascade qui se produit, une cascade des réactions inflammatoires qui se produit en amont et par conséquent, on a une contraction de l'utérus. C'est pour ça que les antispasmodiques passent comme les anti-inflammatoires passent également. D'accord. Oui, Ghislaine. Ghislaine, tu as la parole. Désolée. Bon, attends que Ghislaine arrive. Docteur Trédier. Ok, elle est là. Je suis là. Ok. C'est vrai que je n'arrive pas à tout écouter dans tout ce que tu expliques parce que vraiment, je suis obligée d'être dans une autre réunion que je n'avais pas prévue. Mais bon, ce que j'essaye d'écouter, j'ai écouté, il y avait une dame qui se plaignait beaucoup des problèmes de machin. Moi, je vais prendre une petite expérience personnelle d'une personne que je connais. Il y a certaines maladies cachées derrière les règles douloureuses parce que les gens croient que les règles douloureuses, généralement, ça ne reste que des règles douloureuses. Mais il y a beaucoup de maladies cachées sous les règles douloureuses. Donc, généralement, il faut consulter les gynécologues pour ça. Soit vous consultez le gynécologue qui va essayer de poser vraiment un diagnostic avant de commencer à dire telle chose, Antadis et tout. Moi, je me rappelle, c'est quand elle parlait même d'Antadis là que c'est revenu dans mon esprit. Un membre très cher à moi, elle prenait les Antadis. Dans l'état craint tout simplement de couvrir l'endométriose, par exemple. L'endométriose, c'est une maladie très grave qui attaque plein de personnes. J'espère que vous m'écoutez parce que ce téléphone, ça me dérange. Et ça attaque beaucoup de femmes. Vous m'écoutez? Oui, Gisèle, on vous écoute. Oui, désolé. Parce que j'ai mon téléphone là, ça bug et j'aime pas trop l'utiliser. Donc, je disais que l'endométriose, c'est une maladie qui attaque beaucoup de femmes et c'est une maladie qui se cache derrière les règles douloureuses, par exemple. Et généralement, il peut être accompagné, il peut même produire des kystes. Parce que
Bref, ça sera un peu long d'entrer dans tous les détails, mais c'est vraiment pour alerter les femmes qui ont généralement les problèmes de règles douloureuses. Des règles douloureuses, il peut avoir peut-être à cause de ce que j'expliquais tout à l'heure, des spasmes, etc. Mais il faut souvent aussi aller en profondeur parce que c'est même souvent difficile, même pour les médecins eux-mêmes, de détecter cette maladie-là. Ce n'est pas souvent évident pour eux. Et il a fallu 15 ans pour qu'on pose le diagnostic à la personne que je connaissais pour ça. 15 ans. Donc, vous voyez que ça peut cacher d'autres maladies. Et c'est très grave. Et ce n'est pas la seule. Donc, il y en a comme ça plusieurs. Et c'est tout ce que je peux contribuer là pour le moment. J'espère finir à temps pour accompagner aussi ce que je viens en train de dire. D'accord, Justine, merci pour la participation. Et oui, c'est exactement comme tu dis. Et en parlant de l'endométriose également, même les problèmes de myome et de fibromes que la race noire a généralement. Donc, ce sont des cas qui peuvent créer également des règles douloureuses et avec des saignements abondants. Donc, toujours dit que quand c'est vraiment très, très douloureuse et abondant, là, il faut penser à faire une consultation médicale. Donc, la suite des questions sera à la fin, s'il vous plaît, parce que là, il nous manque deux diapos et à la fin, on prendra toutes les questions. Donc, là, on parle d'automédication. Maintenant, si on a tenu à parler de ce sujet, c'est parce que ça a des conséquences néfastes. Et quelles sont ces conséquences-là? La première conséquence, c'est la résistance microbienne. C'est même ça qu'on craint, qu'on craint le plus, la résistance microbienne. Donc, c'est ça qu'on craint le plus quand on dit que l'automédication tue. Parce que il y a des gens, vous devez comprendre que notre organisme a en fonction des zones ce qu'on appelle la flore commensale, c'est-à-dire dans certaines zones, il y a des bactéries qui font partie de notre organisme, qui ne nous nuisent pas et qui contribuent à nous protéger contre certaines agressions. Quand on prend des antibiotiques, surtout quand on dit résistance microbienne, c'est avec des anti-infectieux comme antibiotiques, antipaludiens et autres antimycosiques. Lorsqu'on les prend de tort au travers sans vraiment consultation médicale, mais sans vraiment une raison, ça arrive dans l'organisme, ça n'a pas de cible, c'est-à-dire qu'on prend quand il ne fallait pas prendre, ça n'a pas de cible. Donc, nos bactéries commensales qu'on avait dans notre organisme qui nous protégeaient peuvent être attaquées, c'est-à-dire on prend des médicaments qui vont aller nuire nos bactéries qui nous protégeaient, pourtant, en principe, ils ne dérangeaient pas. Et quand ça les nuit comme ça leur rend pathogène. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont prendre, un constat a été fait selon lequel ceux qui passent le temps à prendre des médicaments, surtout les antibiotiques, sont les mêmes qui sont toujours malades. Parce que lorsqu'on prend des médicaments quand il ne le faut pas, maintenant la maladie s'installe maintenant vrai là. Et quand ça s'installe comme ça là, on continue dans l'automédication. Et parfois, on n'arrive même pas au bout du traitement. Et dans ces germes-là, ces bactéries qui sont devenues pathogènes, elles commencent maintenant à développer des gènes de résistance de manière à ce que quand vous allez maintenant prendre le médicament sous pression médicale, ça ne va même plus marcher parce qu'elles sont déjà résistantes. Donc, c'est ça qu'on craint le plus. Donc, non seulement quand vous prenez, vous nuisez nos bactéries qui nous protègent, qui nous protègent, vous les rendez pathogènes, vous les rendez résistants. C'est pour ça, et par conséquent, vous vous retrouvez parfois avec des infections graves et durables parce que n'importe quoi qu'on vous donne ne marche pas. Et quand elle devient résistante, de la même manière que l'homme réfléchit, les bactéries réfléchissent aussi, les micro-organismes réfléchissent aussi. Entre eux là, ils s'échangent les gènes de résistance. Donc, une bactérie ayant résisté à un médicament peut faire en sorte que toutes les bactéries qui sont autour d'elles également résistent parce qu'entre elles se transfèrent des gènes de résistance. Et aussi, elles peuvent résister en résistant à un seul médicament, elles peuvent résister à tous les médicaments de la même catégorie. Donc, en résistant peut-être à l'amoxicilline, on peut résister à tout ce qui entre dans la catégorie de l'amoxicilline. En résistant peut-être à l'azithromycine, on peut résister à tout ce qui entre dans la catégorie de l'azithromycine. J'ai eu à recevoir une fois une patiente
qui est venu avec son antibiogramme. C'est pour ça que parfois, quand la maladie devient un peu sévère et durable, on parle jusqu'à faire l'antibiogramme pour voir vraiment l'antibiotique qui va agir sur vous. Et on a fait son antibiogramme. Elle était, par rapport à la pathologie qu'elle avait, elle était résistante à tous les antibiotiques courants. Tous les antibiotiques, sauf un seul antibiotique qui n'était pas disponible à ce moment sur le territoire camerounais. C'était un antibiotique qu'on commandait en France. Donc, il était question on voit dans quelle mesure on devait commander le produit en France pour le faire venir. Pourtant, sa maladie pouvait être traitée par des antibiotiques présents sur le territoire camerounais. Mais parce que dans les années suivantes, elle a tellement consommé les antibiotiques que les bactéries ont déjà développé des gènes de résistance. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des antibiotiques, ils ont déjà remarqué la molécule sur là. Donc, du coup, ils activent les gènes de résistance et ils combattent le médicament. Quand vous prenez là, ils sont calmes, elles sont calmes. Elles attendent que vous vous embrouillez. Dès que vous finissez de prendre là, elles se lèvent. Donc, quand elles sont calmes, vous dites que ça vous est en train de guérir. Pourtant, elles ont développé un gène de résistance qui les protège. Quand elles sont calmes, vous pensez que vous avez les guérir. Pourtant, elles sont juste calmes. Dès que vous arrêtez le traitement, elles recommencent à vous nuire. C'est pour ça qu'il y a des gens chaque 2 semaines, chaque 1 mois, 2 mois, on dit que la maladie est revenue. La maladie est revenue. Au lieu de s'inquiéter que mais pourquoi ça revient tout le temps comme ça là, elle continue toujours à prendre les antibiotiques pour aggraver la situation. C'est pour ça que souvent à l'hôpital, on va vous dire antibiogramme pour voir vraiment quel antibiotique va marcher avec vous. Cette patiente-là, elle était résistante à tout. Elle a dit tellement elle a consommé les antibiotiques que plus rien ne marchait sur elle. Voilà un peu l'une des conséquences de l'automédication. Vous êtes là, vous avez l'argent, vous êtes malade, mais il n'y a pas le médicament pour vous. Et dans certains cas de figure, ça entraîne les dépenses exorbitantes, c'est-à-dire on est obligé d'appeler en France pour commander le produit. Parfois, même une maladie qu'on peut traiter qu'en 10 jours, on se retrouve en train de traiter ça en 15 jours, en 21 jours, sur du long terme, avec des grosses molécules. Pourtant, si c'était que vous étiez sensible à ces médicaments-là, on doit vous donner les médicaments simples là, qu'on retrouve facilement à des coûts abordables. Mais comme tellement dans le passé, vous avez sucé les antibiotiques comme les bonbons, aujourd'hui, quand vous êtes malade, on est obligé de mettre la barre haute en termes de traitement. De mettre un traitement sur du long terme avec des grosses molécules coûteuses. Tout ça à cause de l'automédication. Donc, voilà un peu la première conséquence de l'automédication, la résistance microbienne. La seconde conséquence, bon, on ensemble, faites un signe de main, s'il vous plaît. Si on ensemble, faites un signe de main. D'accord. La seconde conséquence de l'automédication, c'est quoi? C'est l'épuisement de l'organisme. Quand vous prenez les médicaments, c'est-à-dire un peu paracétamol, un peu ibuprofène, un peu diclofénac, un peu paracétamol, vous fatiguez l'organisme. Parce que tout ce que vous prenez quand il ne faut pas prendre là, le foie travaille pour métaboliser ces médicaments-là. Le rein travaille pour pouvoir éliminer. Donc, quand le foie, les cellules hépatiques travaillent, ça travaille, parce que ce qu'on prend est métabolisé au niveau du foie. Donc, ça travaille. À un moment, ça va fatiguer, ça va se lâcher et créer des intoxications. À un moment, le rein aussi va trop travailler parce qu'il faut tout le temps qu'ils sont en train d'évacuer tout ce que tu es en train de prendre là sous forme de déchets. Tout le temps, à un moment, il va se fatiguer. On va dire intoxication hépatique, ou bien insuffisance hépatique, ou bien insuffisance rénale. Tout ça à cause des médicaments qu'on prend même quand il ne faut pas prendre. C'est vrai, il y a des cas de figure où lorsqu'on fait une consultation médicale, on prescrit beaucoup de médicaments, mais là, c'est avec raison. Mais vous, quand vous les prenez sans raison, ça c'est fatigant, parce que ça n'a pas de cible. Donc, ça arrive là, ça s'embrouille comme ça, là, ça s'embrouille, le rein travaille pour éliminer. À un moment, ça fatigue même le rein. Comme troisième conséquence, il y a le mésusage des médicaments. Là, c'est par exemple le cas où aujourd'hui, vous partez à l'hôpital, on vous prescrit un médicament, ça marche par rapport à une pathologie. On dit par exemple un matin, un soir pendant 5 jours. Maintenant, chaque fois que vous avez le même mal, vous venez souvent prendre le même médicament. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que
on adapte la posologie en fonction de la pathologie qui a été détectée. Il peut y avoir des cas où on vous dit un matin, un soir pendant 5 jours. Il peut y avoir des cas où pour le même médicament, on vous dit un matin, un midi, un soir pendant 10 jours. Il peut y avoir des cas où pour le même médicament, on dit un matin, un soir pendant 15 jours. Donc, tout dépend de ce qu'on a diagnostiqué. Or, quand vous prenez les médicaments sur la base de l'ancienne prescription, il est très fort que vous utilisez ça mal. Et ça peut créer des résistances, mais fatiguer l'organisme. Je vais prendre un cas de figure. Les gens qui utilisent le diclofenac, le diclofenac par exemple, les gens du poteau, généralement ce sont les gens du poteau qui vous induisent à l'erreur. Les gens du poteau ou bien les centres de santé clandestins qui vous induisent à l'erreur. Vous aimez trop reproduire ces prescriptions-là. Donc, un cas de figure, le diclofenac par exemple, déjà qui est très toxique, qui nuit l'estomac sur du long terme. Il y a la dose de 25 mg, il y a la dose de 50 mg, 75 mg, 100 mg. Mais certaines personnes n'ont pas ces informations-là. Vous pouvez partir, par exemple, c'est pas au poteau, vu que au poteau, ou bien c'est pas mis dans une pharmacie, on vous donne le diclofenac 50 mg par rapport à un problème précis qu'on a détecté, par rapport à une inflammation, mais à une douleur type inflammatoire. Ça vous soulage. Mais là, quand vous avez encore le problème, vous êtes cogné, vous avez mal, vous voulez encore le diclofenac sans l'avis du pharmacien. Il peut arriver, vous ne connaissez pas quel diclofenac vous voulez. Il peut arriver quand vous donnez le diclofenac 75 mg, diclofenac 100 mg. Supposons qu'on vous a donné le diclofenac 50 mg, supposons, à prendre 2 comprimés, en une seule prise. Maintenant, vous revenez en automédication, demandez le diclofenac. On vous donne plutôt la 75 mg ou la 100 mg. Quand vous n'avez pas l'information sur le grammage, vous prenez encore 2 comprimés. Là, c'est la catastrophe. Parce que vous dépassez la dose journalière. Je ne sais pas si vous voyez un peu les conséquences de l'automédication. C'est-à-dire, en prenant les médicaments sans avis du pharmacien, mais sans avis d'un personnel de pharmacie, vous pouvez vous tromper des posologies et vous intoxiquer. Il y a par exemple le Cotrime que les gens prennent tout le temps. Le Cotrime a 2 dosages en termes de comprimés, même en termes de sirop. En termes de comprimés, il y a la 480, il y a la 960. Et en fonction de ce qu'on a comme grammage, on peut prendre 480 par exemple, 2 matins, 2 soirs si c'est l'adulte. Et si c'est l'adulte, maintenant quand c'est la 960, on prend plutôt un matin, un soir. Mais parfois, et c'est parce qu'on vous délivre d'ailleurs, vous venez à la pharmacie, vous trouvez le Cotrime. Par exemple, on peut voir que vous êtes adulte, on vous donne la 960. Et vous partez, vous prenez 2 matins, 2 soirs. Parce que d'ailleurs, là, on n'en fait pas envie de vous dire 2 matins, 2 soirs. Sauf que là, c'est la dose adulte qu'on vous a donnée. Ce n'est pas la petite dose que vous prenez souvent. Mais à cause de l'automédication, vous avez reproduit des choses et vous êtes trompé de posologie. Parce que souvent, les gens viennent même, ils disent qu'ils veulent Cotrime. On dit quel dosage, ils ne connaissent même pas qu'il y a les dosages qui existent. Ils disent adulte. Et 2, c'est en forme adulte. Et quand ils disent adulte, là, tu vas prendre la 960 pour le donner. Ils vont aller prendre 2 matins, 2 soirs. Donc voilà un peu les commandes. Quand on parle de mésusage des médicaments, donc à force de vouloir jouer au rôle au super pharmacien, au super médecin, non seulement vous allez prendre des médicaments qui ne sont pas adaptés à la pathologie, mais encore vous allez vous surdoser, et vous intoxiquer. Donc voilà l'une des conséquences également de l'automédication. Quatrième conséquence, il y a l'exposition sur du long terme à d'éventuelles maladies. Là, c'est évident. Quand vous prenez les médicaments quand il ne faut pas, ça vous expose à d'éventuelles maladies. J'ai pris le cas, par exemple, des femmes qui prennent tout le temps les ovules, les solutions antiseptiques. Quand elles prennent quand il ne faut pas prendre là, plus tard, là, elles vont détruire leur flore vaginale. Maintenant, les maladies même vont s'installer parce qu'elles ont détruit leur flore vaginale avec les solutions et les ovules. Donc, c'est pareil pour les autres médicaments. Quand vous prenez peut-être trop d'antibiotiques, à un moment, les bactéries vont développer les gènes de résistance. Ça va engendrer d'autres pathologies. Donc, c'est pour ça que les mêmes qui passent le temps à prendre l'automédication, ce sont les mêmes qui sont toujours malades parce qu'ils s'exposent au fil du temps à d'éventuelles maladies. Et le pire, c'est qu'eux, dans ce consultat à l'hôpital, ils continuent toujours avec les mêmes pratiques. Comme cinquième conséquence, on a les dépenses financières inutiles. Donc, ça ne sert à rien. Vous avez vos petits 2 000, vos petits 3 000. Au lieu de garder ça, vous partez dépenser, vous payez les ovules qui ne vont pas vous servir. Pourtant, vous pouvez vous nettoyer le vagin avec le propre simplement.
Vous avez tellement bossé la nuit, vous avez mal à la tête. Au lieu de vous reposer, vous prenez vos petites 2 ou 3 minutes pour acheter un médicament pour le palu. Pourtant, ce n'est pas le palu. Vous êtes là comme ça, vous êtes déçu, vous êtes froid, vous avez faim, vous avez comme ça avoir mal à la tête, vous êtes fatigué. Au lieu de chercher à manger, mais de chercher à, comment dire, à avoir l'argent, comment dire, c'est le foie qui vous dérange. Vous prenez vos petites 2 ou 3 000, vous partez de dépenser, vous prenez les médicaments pour le palu qui vont vous servir à rien. Donc, les dépenses sont inutiles. Donc, on travaille dur aujourd'hui en tant qu'entrepreneur pour gagner de l'argent. Le peu qu'on gagne, on ne pas dépenser ça dans l'automédication. Et plus tard, pour avoir dans des maladies graves. Donc, voilà un peu l'automédication. C'est pour ça que plus le temps passe, plus des gens deviennent tout le temps malades. On va accuser que le système sanitaire est monté, descendu. C'est vous-même les responsables de vos maladies. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de patients qu'on reçoit qui sont malades à cause de l'automédication. Donc, c'est vous-même les responsables. Le conseil à pharmacie est gratuit. Pourquoi ne pas demander le conseil à pharmacie? Donc, voilà un peu les conséquences de l'automédication. Dépenses financières inutiles, santé bousillée. Donc, un mandiapo suivant pour les recommandations. Comme recommandation, on ensemble, faites un signe de main, s'il vous plaît. D'accord. Donc, en recommandation, la première chose que je recommande, c'est apprendre à connaître son organisme. C'est très important. Il faut apprendre à connaître son organisme. Si vous savez que quand vous faites ceci là, quand vous pratiquez peut-être un acte, comme ça, être fatigué, vous avez mal à la tête, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malade. Vous pouvez être du genre, peut-être, quand vous avez un manque de sommeil, vous avez d'insomnie, vous avez des maux de tête. Vous savez que là, ce n'est pas le palu, c'est parce que vous avez mal dormi. Donc, vous savez que non, il faut que je dorme bien. Si peut-être vous savez que quand je mange trop, par exemple, le macabo, par exemple, ça me fait mal à l'estomac, ça me brûle l'estomac. Alors, vous savez que pour éviter de prendre peut-être tout le temps les médicaments pour le mal gastrique, il suffit seulement d'éviter de consommer les aliments qui sont trop durs. Si vous savez que lorsque vous buvez, par exemple, le jus quand vous avez faim, ça provoque la sécrétion d'acide, donc de la douleur gastrique. Vous évitez de boire des jus, les boissons gazeuses quand le ventre est creux. C'est tout à fait normal. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter. Il faut apprendre à connaître son organisme. Là, ça va vous éviter de prendre des médicaments. Il y a des malaises qui sont passagers. Ce n'est pas forcément la maladie. Il y a des choses qui sont passagers. Donc, apprenez à connaître votre organisme. Deuxième recommandation, utilisez les mesures préventives telles que il faut bien manger, boire de l'eau, dormir convenablement. Là, ce sont les besoins élémentaires. Ce sont les besoins élémentaires. Il ne faut pas faire 1 jour, 2 jours sans manger. Vous bossez dur. Tout le monde n'a pas les mêmes organismes. Il y a des gens qui peuvent faire 2 jours sans manger. Ça ne les dérange pas, ils sont en forme. Mais vous, là, seulement depuis le matin, vous n'avez pas mangé, là, on ne va pas seulement respirer. À 12 heures, le ventre boudonne déjà. Il faut manger, sinon vous allez tomber malade comme les blagues. Il ne faut pas imiter les gens. Et ce sont les besoins élémentaires, manger, boire de l'eau, dormir. Il y a des gens qui portent les lunettes, qui mettent les verres. Ils s'amusent à travailler comme les gens qui voient normalement. Quand tu mets les verres, tu dois savoir que tu dois éviter, par exemple, l'obscurité. Dès que dans l'obscurité, par exemple, tu dois éviter de rester longtemps sur l'écran. Il y a des choses que tu dois éviter. Tu n'es pas comme ceux-là qui n'ont pas le problème de vision. Donc, c'est ces petits gestes-là qui font en sorte que quand une personne met les verres, par exemple, quand tout le temps on est sur l'écran du téléphone, on est dans l'obscurité, ça crée des maux de tête. Ça peut même créer des tensions oculaires, ça peut même donner de la fièvre et tout. Pourtant, si on avait pris les mesures correctives, c'est-à-dire, si on avait dit, bon, on reste avec la lumière, mais si on coupe la lumière, on étudie des lampes torches, on prend les prédispositions pour ça. Comme autre moyen préventif, il faut mettre l'accent sur son hygiène. C'est normal qu'on n'est pas propre. On est dans un milieu où on rentre du travail avec les mains sales. On passe même plonger les mains de la mamie qui commence à manger avec les mains. C'est normal qu'on soit malade. Donc, pourquoi c'est même nous les responsables de notre maladie? Ce n'est pas que c'est la matière d'une manière hasardeuse. Donc, si on est sale avec nous-mêmes, on va être malade tout le temps, surtout les maladies infectieuses. Les femmes, par exemple, qui pendant les règles douloureuses, on sait que pendant les règles douloureuses, pendant les menstruations, les bactéries aiment le sang. Donc, c'est pendant la période des saignements, vous n'êtes pas propre. Il est fort probable que dans les jours qui suivent, comme ça, avoir des démangeaisons, des boutons et tout. Des femmes, par exemple, lorsqu'elles se lavent, elles ont leurs serviettes,
Elles prennent la serviette, elles essuient les pieds avec, elles essuient le visage avec le make-up, tout ça. Elles prennent encore ça, elles essuient le vagin avec. Comment ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on doit mettre l'accent sur notre hygiène. Parce que si on prend la même serviette pour utiliser, par exemple, pour essuyer les pieds avec, les pieds avec, on prend encore ça, on met sur notre vagin. Là, ça va nous laisser les micro-organismes sur notre vagin. Et si c'est à de fortes doses, ça va facilement dégrader la flore vaginale et pénétrer pour créer des problèmes gynécologiques. Donc, il faut être propre. Maintenant, il faut boire, comme autre conseil, il faut boire de l'eau alcaline. Là, c'est un truc que je conseille à tout le monde. Que vous soyez en santé ou pas, de l'eau alcaline. Pourquoi de l'eau alcaline? Vous savez, le pH sanguin est neutre, est légèrement basique. Pour ceux qui parlent de pH, pour ceux qui comprennent. Donc, quand on parle de pH sanguin, c'est compris entre 7,3 et 7,4. Donc, c'est légèrement basique. Pour dire quoi? Pour que l'organisme fonctionne normalement, il faut que le pH soit entre 7,3 et 7,4. Mais malheureusement, on consomme tellement acide que le pH devient de plus en plus acide et les maladies aiment les milieux acides. Les bactéries aiment les milieux acides. Quand ils sont dans les milieux acides, ils sont à l'aise, ils se développent. C'est pour ça qu'on conseille de boire de temps en temps de l'eau alcaline. Même de nos jours, même l'alimentation est faite de produits acides, des produits chimiques. Quand on parle des résidus d'engrais sur les aliments, ça de nos jours, même il n'y a plus du bio dehors. Tellement les engrais, les pesticides sur les aliments. Et tout ça, ce sont des acides. Lorsqu'on les consomme, dans le sang, ce sont des acides, ce sont des substances chimiques qui acidifient le sang et font en sorte que les maladies s'installent. Maintenant, comment faire pour pouvoir équilibrer sur le pH sanguin? C'est de boire de l'eau alcaline pour pouvoir équilibrer le pH. Parce que lorsque le pH est acide, on est exposé à des maladies. Vous allez comme ça ressentir des crampes tout le temps, sans connaître d'où ça vient. Des maladies qui vont mettre long, parce que les bactéries aiment les milieux acides. Donc, il faut de temps en temps boire de l'eau alcaline pour tamponiser, pour tamponner autant pour moi le pH sanguin, pour le permettre de bien fonctionner. Et maintenant, comme dernière mesure préventive que je conseille aux femmes, c'est d'utiliser les serviettes hygiéniques et protège-cibles de bonne qualité. Il y a sur le marché des serviettes et protège-cibles à base d'oignons comme Commercialis et il y a plusieurs marques. Parce qu'il y a des femmes qui, pendant les périodes de menstruation, ont des fortes règles douloureuses et ont de fortes crampes vaginales. Ça peut les aider. Et en pharmacie, j'ai remarqué que les femmes qui viennent tout le temps prendre des ovules, généralement, c'est qu'elles ont fini de saigner, qu'elles commencent à avoir tous les problèmes gynécologiques, c'est-à-dire les démangeaisons, les boutons. Parce que vous devez comprendre, lorsqu'on saigne, le sang, c'est un vecteur pour les micro-organismes. Quand vous saignez, les bactéries viennent se développer sur ce sang-là. Et si les serviettes ne sont pas de bonne qualité, elles vont se déposer là, se développer et pénétrer l'organisme pour engendrer les démangeaisons. Et quand on commence à trop vous démanger, ça crée les fissurations et ça permet aux autres bactéries de davantage pénétrer à travers ces fissurations-là. C'est pour ça qu'après, vous allez commencer à avoir les boutons, les pertes blanches abondantes et autres. Donc, généralement, après avoir fini de saigner, ou bien pendant la période de menstruation, si la femme n'est pas très, très minutieuse sur son hygiène intime, il est fort probable que les jours qui suivent, elle commence à avoir ces problèmes-là. Or, en utilisant les serviettes hygiéniques de bonne qualité, par exemple, les serviettes hygiéniques à base d'oignon, l'oignon ici là, joue le rôle d'antibactérien, par exemple. C'est-à-dire que même si les bactéries viennent se développer sur les serviettes hygiéniques, au moins, ça va, l'antibactérien va tuer les bactéries. Ça joue également, ces serviettes hygiéniques également sont faits à base d'infrarouge. Il y a des femmes qui ont des fortes règles douloureuses et des crampes vaginales. Au moins, ça active la circulation sanguine et ça atténue ces règles douloureuses-là. Donc, du coup, ça peut vous épargner de prendre tout le temps des médicaments parce que l'infrarouge aussi va vous permettre de réduire massivement la douleur. Il y a également le biomagnétisme. Il y a des femmes parfois qui ont des impuretés. Lorsqu'elles vont utiliser des serviettes hygiéniques pareilles comme ça, elles vont voir peut-être des caillots de sang sur leur serviette. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la magie. Quand on parle de biomagnétisme, c'est-à-dire que c'est une substance qui va attirer de l'extérieur vers l'extérieur des impuretés. Donc, pour ces femmes qui sont souvent sujettes à des problèmes gynécologiques, ou bien à des crampes vaginales, ou bien à des règles douloureuses, pensez à utiliser les serviettes hygiéniques de bonne qualité
Troisième recommandation, faire les consultations médicales, bien évidemment. Donc, évitez de dire que je suis parti à l'hôpital, le médecin a prescrit, chaque fois que je pars, c'est toujours la même chose qu'il prescrit. Non, quand lui il prescrit, lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Il y a Daniel J qui a dit que quelque part à l'hôpital, le médecin prescrit le même médicament. Donc, du coup, elle n'est pas à l'hôpital, vu que c'est une perte de temps. Mais le truc, c'est que quand il prescrit, c'est sur la base des examens qu'il le fait. Au même, il fait les examens pour confirmer avant de le prescrire. Contrairement à toi, qui ne fait pas les examens, tu peux directement prendre le médicament à la pharmacie. Donc, il faut penser de temps en temps à faire des consultations médicales. Et si c'est trop compliqué, demandez au moins conseil à votre pharmacien. Je ne sais pas si vous savez, le conseil en pharmacie est gratuit. C'est gratuit. Donc, vous ne perdez rien en demandant conseil à votre pharmacien. Donc, Emma, diapo suivant. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous concernant l'automédication. Donc, pour ceux-là qui aimeront avoir plus d'informations, mais des conseils, mais des orientations, voilà mon numéro sur la diapo. De la même manière que vous avez que vous assistez au séminaire pour avoir les numéros des grands entrepreneurs, des grands hommes d'affaires, pour avoir un réseautage, cherchez aussi à avoir des contacts pour voir des gens qui pourront vous aider à retrouver de la santé. La même manière que vous cherchez de l'argent, cherchez aussi de la santé. Donc voilà mon contact pour ceux-là qui aimeront avoir plus d'informations. Et sur ce, vraiment, je vous remercie pour votre attention. Bravo, bravo, bravo vraiment, Doriane, pour cette brillante présentation. Elle était d'une très grande utilité. Je sais pas, je suis pas en train de voir ma grande Ariane là. Qu'est-ce que passe ça? Ah ah, elle est là. Donc, on suppose qu'il y aura maintenant une séance de questions et le panel reste ouvert. Ok, donc passe. Allô, désolé. Ça m'avait déconnecté. D'accord. Donc, il y a Patricia qui a levé la main. Patricia, si c'est une nouvelle main, tu peux poser la question. Non, c'est une ancienne main. Merci. D'accord. Donc, nous sommes à la phase des questions, suggestions. Oui, Médic Afrique. Oui, Dorian, moi, c'était juste une suggestion. Je lui ai dit par rapport aux recommandations que tu donnais. L'un des trucs des hygiènes pour les femmes, c'est la durée même avec laquelle elles font avec une serviette. Surtout en Afrique. Si on voit une femme peut faire plus de 3 heures avec une serviette, ça c'est grave ça. Et après, on se pose des questions et tout. Le nombre de, même si la serviette aussi, même si c'est quelle marque, les serviettes ne peuvent pas être autant, elles ne peuvent pas durer autant sur une femme comme ça en une journée, au moins 3 heures, c'est trop. C'était juste un apport par rapport à ce que tu t'es en train de dire. D'accord, merci. Et c'est très vrai même parce que les serviettes conventionnelles surtout, même quand ce n'est pas encore un bébé de sang, ça commence à te chauffer comme ça là, et tu retiens sans comprendre. Maintenant, comme on dit souvent, les moyens font défaut, donc on se demande si pour faire même une journée avec. Mais bon, il y aura toujours un prix à payer. Oui, Ghislaine, Ghislaine, oui. Non, j'interviens encore en tant que participant à la réunion. Donc déjà, merci pour la brillante présentation. Je voulais aussi ajouter aussi, même pas pour les serviettes là aussi, j'aime souvent prendre l'exemple pour les serviettes ou bien pour attirer l'attention des femmes, par exemple, parce que c'est elles qui sont beaucoup plus sujettes à ce phénomène, que prenons un peu un morceau de viande qu'on va laisser dans un plastique du matin jusqu'au soir. Donc, c'est une expérience, en fait, ça leur permet souvent, en fait, de comprendre l'ampleur de la chose. On sait que la majorité des serviettes hygiéniques ont ce qu'on appelle le plastique, tout bas, donc pour protéger, même s'il y a le coton, même s'il y a quoi, il y aura toujours certains trucs là qui vont toujours être peut-être un plastique ou je sais pas moi, quelque chose, la matière en fait. Disons que tu dois donc garder la viande dans le plastique du matin. Disons que tu as mis ta serviette le matin jusqu'au soir à 18 heures. Si tu prends l'exemple avec un morceau de viande,
tu vas voir que dans la soirée, la viande a déjà changé de couleur. Donc, le sang n'est plus rouge, le sang devient vert. Ça veut dire que le sang est déjà trop toxique, il est déjà euh, très moche même, ce n'est pas bon. Et aussi, il y a aussi cela, même pour les femmes qui mettent énormément les tampons. Bon, le tampon, c'est d'abord une des garnitures que je déconseille le plus aux femmes. Et justement, celles qui mettent et elles oublient le tampon, elles doivent déjà savoir qu'il y a des femmes qui meurent à cause des tampons. Il y a des études qui sont sorties dessus et c'est vérifié. Donc, il faut faire beaucoup attention vraiment et merci d'avoir soulevé ce sujet-là sur les règles d'hygiène. Nous, les femmes noires, là, qu'on arrête un peu de pleurer l'argent et qu'on prenne soin de nous. Hormis de ça, à défaut de l'automédication et de tout ce qui va avec, il faut qu'on sache que non seulement l'automédication détruit, il va aussi falloir prendre vraiment en compte le côté que tu as parlé sur l'alimentation, l'équilibre alimentaire. Plus on mange moins bien, c'est-à-dire si on ne s'alimente pas bien, et j'aime souvent aussi faire la différence, il y a une différence entre manger et se nourrir. Donc, c'est deux choses différentes, c'est deux thèmes. On mange du n'importe quoi, on mange le chewing-gum, on mange la pizza et tout, et tout, et tout. On se nourrit des nutriments qu'on prend dans des aliments et ces nutriments-là renforcent notre système immunitaire qui sont tout à fait autant importants pour notre organisme, pour combattre les maladies tout seul, sans avoir forcément besoin à chaque fois de prendre des comprimés, de prendre des médicaments. Moi, ce n'est pas la dernière fois que j'ai eu mal à la tête. Si j'ai déjà mal à la tête, je ne sais pas. Moi, généralement, si j'ai déjà mal à la tête, c'est que ce sont les toxines qui sont en train de me déranger. Donc, généralement, les symptômes qu'on ressent en nous, oh, ma tête me fait mal, oh, mes pieds me font ceci, ce ne sont pas des maladies, en fait. Ce sont des causes. Je vais même appeler ça comment? Des conséquences, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà la cause depuis. Et la cause peut venir de plusieurs autres éléments. Donc, traiter avec du paracétamol et tout ce qui va avec, ce n'est pas la solution. Mais quand on a déjà la maladie, qu'on fait déjà la maladie, moi, je recommande vraiment, tout comme Dorian l'a si bien dit ici, aller à l'hôpital, avoir un avis médical quand quelque chose vous dépasse. Franchement, prenez les numéros des pharmaciens, ils sont pleins là. Il y a même plein de personnes qui font dans le corps médical là. C'est important, je vous en prie, les amis. La santé, c'est la chose la plus importante qu'on a. Et rappelons-nous, notre corps, c'est le seul endroit qu'on va vivre éternellement et c'est la seule chose qui nous appartient jusqu'à la mort. Le reste ne nous appartient pas. La belle voiture, non. La belle maison, non. Mais notre corps là, c'est d'abord avec ça qu'on nous enterre. Le reste de l'esprit va aller se voir là-bas de l'autre côté. Donc, prenons soin de nous et merci pour cette brillante présentation, Dorian. On espère qu'il y aura plus d'alerte vraiment comme ça parce qu'aujourd'hui, les gens tombent malades sur n'importe quoi et après, on accuse la sorcellerie. Moi, j'espère qu'un jour en Afrique, on va commencer vraiment à faire les autopsies sur chaque cadavre et on va découvrir des choses vraiment immenses et on ne va pas arrêter d'accuser le sorcier du village et tout, et tout, et tout. Pas que ça n'existe pas, mais pour vraiment dire que deux fois, c'est nous-mêmes vraiment la conséquence, tout comme Dorian l'a soulevé ici. Donc, moi, j'ai été très satisfaite pour le peu que j'ai pu écouter et j'aurais bien aimé entendre plus, mais vraiment, c'était brillant. Merci à vous. D'accord, je sais. Merci pour ce rajout. J'espère vraiment que on ne parle pas des personnes qui ont des sous, parce que généralement, c'est lorsqu'on assiste à de pareilles, c'est pas causeries éducatives, mais pas des causeries de sensibilisation. Les gens sont émus, disant que j'ai compris, je vais changer, mais après ça, c'est le même scénario qui se reproduit. De toute façon, nous ne sommes pas là pour sauver le monde. En tant que personnel médical, on fait ce qu'on a fait, on dit ce qu'on a dit, pour pouvoir sensibiliser les personnes, vu que notre premier rôle, ce n'est pas de vendre les médicaments, c'est de promouvoir la santé, c'est de protéger votre santé à travers des conseils. Maintenant, si vous écoutez, c'est une très bonne chose. Mais pour ceux-là qui n'écoutent pas, c'est dommage. Comme je dis souvent à mes patients qui ne veulent pas écouter, rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut comprendre que si vous ne vous écoutez pas, vous allez nous rendre riches. Parce que c'est votre argent là que vous... Comment savez votre argent que nous on vit. Donc, je ne vois pas quel vendeur peut refuser de vendre son produit, tout
simplement comment dire, en donnant des conseils, disant que non, ça va, ça va pas t'aider. Il y a des gens, quand ils viennent en pharmacie, tu leur dis que le produit que tu veux prendre, ça va pas t'aider présentement. Non, mieux, comment dire, rentre à la maison, fais une observance. Maintenant, si la douleur malaise persiste, tu reviens, on verra quoi faire. Ça les énerve tellement. Pour eux, ils veulent le médicament à tout prix, à tous les prix. Moi, je leur dis souvent, vous pensez que moi, je gagne quoi? Un vendeur a refusé un jour de vendre son produit. On se soucie de votre santé, vous trouvez qu'on vous veut du mal. Donc, moi, je leur dis, rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez vous souvenir de moi, de ce que je vous avais dit. Donc, parce que les médicaments sont des poisons lents. Parfois, les dégâts, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans que vous allez vous souvenir. Un peu comme le cas que j'ai pris concernant les résistances. C'est progressif. Donc, vous dire, on fait ce qu'on a fait. On n'est pas là pour sauver le monde. C'est un mal qu'on est venu trouver. On va partir, on va laisser ça. Maintenant, en tant que des héros de leur santé, on fait ce qu'on a fait. Donc, chacun a sa responsabilité. Nous, on a notre responsabilité de préserver votre santé. Et vous également, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même en venant à la pharmacie demander les conseils ou en partant à l'hôpital. Donc, à chacun sa responsabilité. Si demain vous êtes malade, c'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause du pharmacien, c'est à cause de vous. Donc, voilà. Oui, docteur, très bien, il a levé la main. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Bon, donc, on t'écoute. ok, déjà, mes félicitations, Dorian, pour cette brillante présentation concernant l'automédication. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as eu à bien dire, c'est-à-dire tu as parlé de l'automédication, les conséquences et tout ça. Mais sauf que mon intervention, c'est à 2 niveaux. Bon, ma première intervention, c'était justement sur le fait que la santé, comme je fais partie du domaine, c'est quelque chose de très important et qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Comme le docteur Dorian a dit, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, toute la richesse du monde, mais tant qu'on n'est pas en santé, vous n'allez pas vous sentir bien ou bien vous n'aurez pas le bonheur dans votre vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au quotidien. Il faut toujours entretenir ça. Et aussi, concernant les médicaments, il y a un principe très important en pharmacie qu'on nous apprend, qui est le principe de Paracelsus, qui stipule que tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose. Donc, c'est pour dire que les médicaments, ça peut vous soigner comme ça peut vous tuer. Donc, il est très important justement de demander conseil auprès d'un pharmacien ou bien de partir à l'hôpital pour se faire consulter et non jouer les super docteurs à la maison. Donc, c'est juste ça que je voulais apporter encore par rapport à tout ce que Dorian a eu à dire afin de sensibiliser tous ceux ou celles-là qui veulent toujours apprendre, veulent toujours être des super docteurs, comme on dit souvent là. Je sais que beaucoup de personnes font ça parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils vont dire que non, c'est parce qu'il y a des problèmes financiers qu'ils ne peuvent pas partir chaque fois se faire consulter à l'hôpital ou bien payer des médicaments chers en pharmacie. Bon, ça, on ne peut pas vraiment les en vouloir, mais au moins ces médicaments que vous prenez même dans la rue, là, c'est mieux de partir demander conseil à la pharmacie. Comment est-ce que vous devez prendre ça? Parce que ce n'est pas tous les médicaments qui sont adaptés en fonction de toutes vos pathologies. Bon, ça, c'est le premier point, là où je voulais en venir. Le deuxième point, ça concerne les règles douloureuses, là où vous avez eu à très bien détailler. Bon, moi, je veux juste apporter ma petite approche thérapeutique par rapport à ce cas, surtout concernant les femmes qui en sont victimes. Bon, moi, j'ai des conseils d'habitude. Ceux qui ont des règles douloureuses vraiment intenses durant la menstruation, d'utiliser des médicaments tels que l'ibuprofène ou bien l'Antadis, qui est le flurbiprofène, ou bien, bref, tous les AIS là. Parce qu'il y a 2 classes de médicaments. Il y a les AINS et les AIS. Je ne veux pas entrer dans la pharmacologie ou bien la classification des médicaments. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que particulièrement les AIS, les anti-inflammatoires stéroïdiens, ils ont un rôle néfaste au niveau de la cascade arachidonique. Et ils interviennent beaucoup plus au niveau des médiateurs tels que la prostaglandine qui sont synthétisés en cas d'inflammation et aussi les thromboxanes A2 qui sont responsables de la coagulation du sang. Et lorsque vous donnez des ibuprofènes au niveau de la cascade arachidonique, ça inhibe les thromboxanes A2 qui font en sorte que ça entraîne toujours une hémorragie. Donc, ça veut dire que le sang va toujours continuer à couler, même lorsque vous allez faire
des règles douloureuses. Et on sait que lorsqu'on fait des règles douloureuses et qu'on perd beaucoup de sang, il y a les maladies qui peuvent s'entraîner ou bien il y a l'anémie qui va d'abord commencer par ça. Et par la suite, étant donné que les bactéries aiment beaucoup le sang, d'autres maladies peuvent aussi entrer à l'intérieur de la flore vaginale. Donc moi, je déconseille fortement, si vous avez des règles douloureuses, de prendre des médicaments tels que l'ibuprofène. C'est mieux encore de prendre des antispasmodiques comme ma conseillère Dorian a dit, ou bien du paracétamol. Ou à défaut, vous supportez, si vous pouvez supporter. Bon, c'était tout pour mon intervention et merci encore pour cette brillante présentation, Dr. Dorian. D'accord, Serge, merci pour l'ajout, la contribution.